Très bien, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être venus si nombreux. Donc on se retrouve ce soir pour la deuxième séance de ce cursus de l'Université populaire de Bondy autour de la question de comment bâtir un projet territorial avec un ensemble de valeurs qu'on cherche à porter autour de la solidarité, de la durabilité, de l'implication, de l'inclusion sociale. Donc ce cursus s'inscrit aussi dans le projet qui est lié à ce lieu, donc la ferme Caillard, qui a été rachetée il y a quelques années par la ville, qui a été réhabilité, notamment ce beau local qui a été transformé en ce petit théâtre de poche ces derniers mois, donc qui a été inauguré à la mi-octobre. Et donc l'idée, c'est de voir aussi comment, dans un lieu appartenant à la ville et ayant vocation aussi à s'ouvrir à la population et aux acteurs de la ville et du territoire, comment arriver à construire un projet qui puisse porter ces dimensions d'un projet ouvert à la population. Donc on avait ouvert la séance, enfin le cycle la fois dernière, avec Patrice Budel, qui nous a parlé de l'expérience de l'association Écobulle à Pantin, autour de l'alimentation durable. Et on a évoqué avec lui la question de comment se construit un projet en prenant en compte l'importance d'une implication citoyenne, donc d'une manière de mobiliser l'ensemble des acteurs d'une ville, d'un territoire. Et ce qu'on avait vu avec lui, et ce qui était tout à fait intéressant aussi, en contraste surtout avec le projet qu'on porte ici à Bondy, ça a été en fait la question du lieu, qui est venue en fait très tard dans leur projet, alors qu'ici se pose un peu d'emblée la manière à la fois d'identifier le projet dans un lieu identifié, précis, qui permet aussi d'être un repère des rencontres, du croisement entre différentes personnes, et en même temps, le lieu ne doit pas être enfermant, et donc c'est aussi penser le rapport au lieu avec l'ensemble du territoire, pour éviter aussi des effets d'exclusion dont on a beaucoup parlé la fois dernière. On a évoqué aussi la nature des relations entre les différents acteurs, entre des citoyens qui sont porteurs d'un projet, des associations qui peuvent être déjà inscrites dans des projets différents et qu'il s'agit alors de faire rencontrer aussi pour créer une synergie, une complémentarité des compétences et des intentions. Et puis des acteurs aussi de la ville, de la collectivité. Et donc on a vu en fait comment, dans le processus d'Écobulle, les choses se sont déroulées au fil du temps. Et là aussi, on a la particularité dans ce lieu d'un projet qui est porté avant tout par ce lieu qui est la propriété de la ville, mais qui cherche à s'ouvrir à d'autres acteurs. Et donc toute la question, c'est comment arriver à impliquer et à mobiliser d'autres acteurs dans la manière de donner vie à ce projet. Voilà. Et troisième élément, comme ça, pour rappel, et puis aussi pour voir comment on fait le lien avec la question de ce soir, l'idée, c'était aussi que la capacité à mobiliser des acteurs est portée aussi par une idée, par une intention. Donc c'est important aussi d'arriver à s'accorder autour d'une intention qui, dans un projet militant d'implication citoyenne, est aussi un projet de transformation sociale. On cherche à apporter des réponses qui n'existent pas encore pour répondre à des besoins, pour apporter aussi des réponses meilleures par rapport à celles qui existent. Et donc il y a aussi une forme de parti pris sur un système de valeurs, et c'est ce système de valeurs aussi qui garantit la cohésion des acteurs qui se réunissent autour du projet. Donc l'idée de ce soir, c'est de prolonger cet itinéraire autour de la construction d'un projet en abordant une question en fait, qui est centrale dans tout projet, c'est la question du modèle économique. Donc on rencontre, quel que soit le type de projet, que ce soit un projet associatif, un projet politique, porté par des collectivités, d'action publique, des projets entrepreneuriaux, la question du modèle économique est une question fondamentale
pour permettre d'assurer la viabilité en fait, du projet et garantir en fait, sa durabilité en fait, dans le temps, et pour pouvoir aussi inscrire dans la mécanique du modèle économique les valeurs qu'on cherche à porter. Et donc ça, c'est un peu le sujet qu'on va aborder ce soir avec Romain, que je vais tout de suite présenter. Le risque, sinon, et on le voit un peu souvent, c'est en fait de mettre en avant tout un système de valeurs très positives autour de la solidarité, autour de l'inclusion, autour du développement durable, mais d'une manière en fait qui se présente comme une espèce de supplément d'âme, un peu la cerise sur le gâteau. Hein, si tout va bien, bah, on essaiera aussi de faire ça. Et les moments d'épreuve, en fait, c'est-à-dire quand on vit des situations de difficulté, c'est là où on voit, en fait, on fait des moments où s'éprouve, en fait, la solidité du modèle économique. Alors, le risque, c'est souvent de revenir, en fait, à des réflexes beaucoup plus un peu spontanés par rapport à un modèle aussi, très dominant dans notre société, dans notre époque. Voilà, donc il nous semblait important d'arriver à penser la question du modèle économique spécifiquement pour arriver à intégrer ces dimensions aussi de valeurs qu'on cherche à porter. Voilà, deuxième remarque peut-être, c'est aussi que souvent, et je dirais souvent aussi dans les expériences qu'on peut avoir dans le milieu associatif, la question du modèle économique en fait, glisse très vite sur des enjeux de financement, sur des questions de sous. Donc quand on parle de modèle économique, tout de suite, comme ça, il y a le petit truc qui s'allume autour des enjeux financiers et monétaires. Comment on se finance, à qui on va demander des subventions, comment on monte des dossiers de subventions. Et donc le risque, en fait, c'est qu'avant même d'avoir abouti dans l'élaboration du projet, justement du projet politique, du parti pris, des idées qu'on cherche à défendre, à faire apporter, de la solution nouvelle qu'on cherche à porter, on est pris avant même d'avoir abouti sur le fond. En fait, on est pris dans tout un tas d'activités très prenantes pour monter des dossiers, pour demander des subventions, voilà, avec toute aussi une complexité parfois un peu bureaucratique de ces demandes d'aide, surtout quand ça s'adresse à des collectivités, et donc quelque chose qui devient de plus en plus compliqué aussi au fur et à mesure que les collectivités aussi ont moins de moyens pour alimenter ce type d'activité. Donc l'enjeu pour nous, c'est effectivement d'arriver à poser la question du modèle économique, d'abord dans ses dimensions non monétaires, et donc de penser qu'est-ce qu'on appelle modèle économique, et ensuite seulement dans un deuxième temps, et on verra que c'est même dans un troisième temps, poser la question du financement, et donc de la dynamique monétaire, comme un moyen absolument nécessaire et indispensable pour faire fonctionner la machine, voilà, mais qui doit être pensé juste comme un moyen et pas comme la porte d'entrée. Donc pour ce faire, j'ai invité Romain Domici, que je remercie d'avoir accepté et d'être avec nous. Donc Romain est un collègue, est un ami, consultant-chercheur. Il a une pratique d'accompagnement d'entreprises, de dirigeants, de collectivités aussi, autour des questions de modèle économique, de questions aussi d'organisation du travail. Donc la question du travail, c'est aussi un sujet qu'on partage aussi en termes d'intérêt sur lequel on a pas mal de discussions ensemble. Alors fraîchement docteur aussi en sciences économiques. Donc on a soutenu sa thèse au mois de novembre, c'est ça? C'est déjà? Ah oui, donc mois de septembre. Docteur depuis le mois de septembre. Et je évoque ça justement parce que c'était une thèse aussi qui portait sur la dynamique territoriale des enjeux économiques dans des trajectoires longues, effectivement, de comment les territoires se dotent aussi de dispositifs et d'une pensée aussi pour pouvoir penser la dynamique des différents acteurs sociaux pour aussi contribuer à un développement, pas uniquement des acteurs en eux-mêmes, mais aussi du territoire
comme collectivité humaine et sociale. Voilà. Donc merci beaucoup. L'idée ce soir, c'est de partir, en fait, comme à chaque fois, d'une expérience. Donc Romain, à côté de ses activités professionnelles, est très engagé depuis plusieurs années dans une association à Lille qui s'appelle le Spartak Lillois, qui est une association sportive. Donc pour un sport populaire et solidaire, c'est la baseline du Spartak. Voilà. Et donc c'est à travers cette expérience du parcours de cette association et des questions qui se posent aujourd'hui qu'on va aborder en fait cette question de comment la question du modèle économique est pensée dans le collectif qui anime aujourd'hui le Spartak. Donc voilà, merci de l'invitation et je te passe la parole. Juste une toute dernière remarque, si tu permets. Donc, dans le calage de la séance, donc, il y a ce premier temps de parole, d'exposé, en fait, de récit de Romain. Ensuite, donc, on aura des grands témoins, en fait, comme à chaque fois, on essaie d'avoir aussi des discutants qui viennent un peu réagir. Donc, ce soir, on aura Audrey et Clara, que tous les Bondinois connaissent, donc, qui sont les deux libraires de Bondy, donc, qui ont ouvert une librairie il y a tout juste un an à Bondy, et donc je leur ai proposé de réagir aux propos de Romain, parce que là on va partir plutôt d'une expérience associative, et donc ce que je trouvais intéressant c'était d'avoir un peu une réaction, un point de vue en réaction, de personnes qui portent une démarche entrepreneuriale, pour éviter en fait de faire des cloisonnements entre des statuts juridiques finalement qui cadrent des choses mais pas tout, et surtout pas la question du modèle économique fondamentalement, et donc de voir comment on peut trouver une continuité dans la manière de réfléchir la question du modèle économique, quel que soit le statut juridique de l'organisation que l'on cherche à faire vivre dans une ville et dans un territoire, et avec aussi une communauté de personnes autour. Voilà. Et puis bien évidemment, il y a l'espace aussi pour les questions, donc n'hésitez pas aussi d'interrompre au fil de l'eau, et puis on prévoira aussi un temps de discussion à la fin. Voilà, c'est à toi. Ok, merci Sandro. Alors comme tu finis sur les questions de temps, je vais juste préciser deux choses. Je vais m'excuser déjà parce que je vais devoir partir juste à la fin de la conférence, parce que simplement je dois rentrer à Lille et mon dernier train est à 22h22 à la gare du Nord, donc il faut que je me dépêche pour l'attraper. Ensuite, un autre point, c'est juste le timing du coup qu'on peut avoir là pour ce premier temps d'exposé. À quelle heure, vers quelle heure je m'arrête? Une demi-heure, trois quarts d'heure? Trois quarts d'heure, ok, ça marche. Très bien. Alors bonsoir à tous, merci de m'accueillir ici. Donc, comme l'a dit Sandro, donc, je suis économiste en plus d'être voilà, intervenant chercheur et donc engagé et coprésident de l'association le Spartak Lillois. Alors je ne suis pas un des fondateurs, j'avais essayé de faire venir un des fondateurs, mais c'est un peu compliqué, parce qu'ils sont soit très éclatés un peu partout en France, soit lillois, et donc bon, avec les contraintes également pour venir jusqu'ici. Alors peut-être juste pour aller un peu plus loin que la baseline qui est posée là, juste donner quelques jalons de l'histoire du Spartak Lillois pour voilà, repérer un peu le type d'association dont il s'agit. Alors c'est une asso qui est créée au départ par un petit collectif d'une dizaine d'étudiants sur la fac de Lille qui essaient en fait de construire une association sportive pour eux, avec un peu en baseline ou en ligne de mire l'idée de proposer un sport convivial, non compétitif, inclusif, qui soit du coup un sport où on se fait simplement plaisir, avec ce constat, c'est que un peu partout se généralise dans les clubs de sport, notamment dans le football, puisque beaucoup sont des pratiquants de football, une sorte de découpage un peu des clubs, et en fait d'une ouverture très limitée aux personnes qui veulent juste faire du sport une fois de temps en temps, et une concentration vers la compétition. Ça c'est un premier pan, et ensuite il y a un deuxième pan, c'est un fond les étudiants en question qui fondent le Spartak Lillois partagent aussi des valeurs de solidarité. Ils sont dans un quartier populaire de la ville de Lille qui s'appelle Fives, qui est situé dans l'est, entre en gros le centre de Lille et Hélène, qui est une ville assez très très populaire. Pour le coup, c'est un quartier vraiment
résidentiel un peu ancien, un peu en difficulté, un peu vétuste par endroits, avec une réputation assez discutable, mais une vie en fait particulière, notamment une vie associative qui est plus vivace que peut-être dans d'autres quartiers de Lille. Et donc, dans ce quartier, il y a donc un collectif d'étudiants qui se monte autour de ce projet de l'association du Spartak lillois. Alors, le Spartak, il a eu plusieurs vies, à vrai dire. Il y a eu une première vie vraiment tournée autour du football, autour d'une équipe de foot, en mode plutôt... donc une équipe de foot plutôt en mode football loisir, comme ça. Alors tu parlais des questions de lieu tout à l'heure, autour d'un lieu particulier qui était un terrain de foot assez abandonné, qui s'appelle le Mont-de-Terre, qui était le long d'une voie SNCF, et avec une fraternisation très vite avec le gardien de ce terrain de foot pour construire en fait voilà, un peu d'événements autour du football et autour de cette équipe de sport, avec notamment des tournois, un tournoi de football solidaire, un peu de matchs contre des migrants. On a eu aussi des petits événements, s'est installé aussi une chose qu'on continue de faire beaucoup et qu'on nous demande énormément, qui sont des tournois de molki. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. On a organisé, d'ailleurs on nous en demande tout le temps, ce genre de choses. Donc ça, c'était un peu une première vie qui a beaucoup tourné autour du football, et puis après de quelques loisirs très particuliers des fondateurs. Il y avait notamment au début un club de airsoft, par exemple, pour ceux qui connaissent, qui était aussi lié à ce collectif, parce qu'il y avait 5-6 qui pratiquaient le airsoft, et du coup il y avait eu l'idée d'ouvrir le Spartak à ça. Assez vite, en fait, il y a eu la volonté et des demandes, à vrai dire, de personnes qui rentraient vers le Spartak, d'ouvrir cet espace déjà à d'autres sports et à d'autres pratiques sportives. Alors la première chose qui s'est développée notamment, c'était autour des foulées, ce qu'on appelait les foulées spartakistes, c'est-à-dire faire de la course à pied, pas tout seul, de le faire en collectif, de s'inscrire à plusieurs, d'aller courir à plusieurs. C'est rajouté ensuite assez vite des sports, on pourrait dire tout ce qu'on peut pratiquer en plein air, du vélo, ce genre de choses. Et le succès grandissant du Spartak a fait que finalement est arrivée l'idée de demander à avoir finalement accès à des infrastructures sportives de manière plus pérenne, de manière plus certaine et un peu plus développée du coup dans la ville, auprès de la mairie de quartier, notamment pour ouvrir le champ des sports en salle, puisque c'est quand même la grosse difficulté, c'est que autant on peut faire du football en plein air, basket, à la limite on peut encore s'en sortir de temps en temps, je crois que là en ce moment c'est un peu dur, mais il y a des sports genre le handball, genre le badminton, genre de choses là où on a besoin d'être en salle. Et donc on a développé depuis quelques années, alors ça date de 2015, je dirais, véritablement le démarrage un peu de cette seconde vie, qui passe par du coup des créneaux de sport ouverts toute la semaine pratiquement, puisque aujourd'hui ce qu'on a, c'est le lundi un créneau de foot, le mardi on a le mardi qu'est-ce qu'on a? Non, on n'a plus rien le mardi. Le mercredi on a de la fitness, zumba, renforcement musculaire, cardio, yoga, ça dépend un peu. En gros c'est parce qu'on a une salle qui doit faire à peu près la taille de la pièce ici, donc pas suffisante pour faire d'autres sports que des sports de ce type-là. Ensuite, on a le vendredi un créneau qui est celui de basket. En général, c'est moi qui l'anime, donc là, ce soir, il y a d'autres qui l'animent à la place. Ensuite, on a le dimanche du badminton, volley, handball, et puis aussi des sports insolites, c'est-à-dire qu'on a développé l'idée de faire, par exemple, du football triolectique, qui est un foot où il y a 3 équipes, 3 buts, et on compte le nombre de buts qu'on encaisse et pas celui qu'on marque. C'est un jeu de trahison, basiquement. C'est pas très populaire et solidaire, mais c'est assez drôle à jouer. Et puis après d'autres sports, comme par exemple de l'ultimate frisbee. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, qui est une sorte de rugby, mais avec un frisbee. Il faut aller derrière une ligne avec un frisbee. On a ensuite fait aussi du flag football. C'est comme du foot US, mais il faut attraper un drapeau. Qui est donc à la ceinture, et puis après on a essayé d'autres trucs. Là on aurait bien envie de faire un truc qui s'appelle du kickball, qui est un sport que font des Québécois avec une balle d'à peu près 2,50 m de diamètre. Ça nous rend curieux, ça se fait en salle, sur un terrain carré, sur la base d'un terrain.
terrain de hand. Enfin bref, on a aussi cette idée de tester des tas de sports pour faire découvrir en fait la pratique sportive à un maximum de personnes. Alors quand je dis qu'on fait du sport populaire et solidaire, le populaire et solidaire passe par le fait que c'est accessible à tous. Donc c'est du sport, les créneaux, c'est des créneaux à 1 € par mois pour l'accès à l'ensemble des sports. C'est-à-dire que vous donnez 1 € et vous avez l'accès à l'ensemble des sports. Le 1 €, on l'a instauré parce que c'est notamment le moyen de se compter. Parce que pour demander des créneaux, il fallait montrer qu'on existe et qu'on est un peu nombreux et qu'on est un peu engagé. Et notamment parce que des fois on a remarqué qu'on se retrouvait en conflit sur des utilisations de salles avec des gens qui l'utilisaient très très peu. Par exemple, on a vu sur le terrain de foot où on est, on nous refusait des créneaux alors qu'on avait au créneau qui était demandé une équipe de foot débutant qui utilise genre la moitié d'un terrain pour 7 enfants. Alors c'est bien qu'il y ait un accès pour les gamins, mais il y a un terrain de foot qui est fait parfaitement pour ça. Et nous, on nous donnait le terrain de foot qui fait... en gros, on peut jouer à 4 contre 4, sauf que sur un créneau de foot, en général, nous, on est entre 60 et 80. Donc à 4 contre 4, vous voyez que ça fait des rotations très rapides des équipes. Déjà, sur le grand terrain, où il y a de quoi mettre 4 équipes de 8, vous voyez qu'il y a déjà moyen de tourner pas mal. Donc, pour éviter ce genre d'effet, on avait besoin de se compter un peu, et donc ce truc-là. Donc il y a déjà cet aspect financier, où c'est 1 € par mois, sachant que l'euro par mois, c'est pas non plus un ticket d'entrée. On a un discours à chaque début de nos créneaux où on explique à quoi ça sert. Après, on ne fait pas plus la police que ça pour savoir si les gens qui sont dans la salle sont à jour de cotisation, comme on dit. Ensuite, il y a un autre aspect sur l'aspect accessible du sport, c'est du sport non compétitif. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on fait un sport où on a un message très fort pour ceux qui sont des pratiquants plus habituel de certains sports, de ne pas essayer d'écrabouiller les autres, c'est pas le jeu, mais plutôt d'être inclusif, c'est-à-dire de jouer pour les autres. Et donc on explique, alors ça passe plus ou moins facilement, c'est plus ou moins aisé à faire passer, ça dépend aussi un peu des cultures sportives. Et on pourrait dire qu'il y a aussi une forme d'autocensure en fonction des sports. Par exemple, sur le football, on a un peu de mal à avoir des gens qui ne savent pas du tout jouer, qui viennent jouer. Parce qu'il y a un niveau qui est moyen, qui est relativement élevé, même si on fait quand même le speech dans le foot, on essaye d'avoir du monde de moins pratiquant, on pourrait dire, du foot. Mais voilà, il y a des sports comme au basket où on arrive, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout les règles, on sait leur expliquer, on sait aussi prendre le temps et puis du coup aussi d'organiser le jeu pour que les gens ne soient pas mis en difficulté. Ensuite, enfin, la dernière question d'accessibilité, c'est du coup aussi de faire en sorte que les créneaux soient les plus ouverts possibles. Et donc ça, pour le coup, ça veut dire que quand les gens viennent, ils viennent avec ce qu'ils ont, et on fait en sorte que le créneau soit un espace où on donne plutôt la possibilité aux gens de jouer, de s'amuser, plutôt que de piloter des séances de sport. Nous, on n'est pas animateur sportif, personne n'est animateur sportif dans l'asso, donc on n'est pas des entraîneurs, on n'est pas formé pour accueillir spécifiquement le public. D'ailleurs, on fait attention pour tout ce qui est des très jeunes publics, parce qu'il y a on a toute une problématique en ce moment sur parents-enfants, parce qu'il y a plein de parents qui veulent venir avec leurs enfants. Donc quand ils viennent avec, ça va. S'ils nous laissent leurs enfants, ça devient un peu plus compliqué pour nous. Et donc en fait, pour vous dire très concrètement, un créneau en général, c'est on arrive, on ouvre la salle, on explique ce que c'est le Spartak, on explique un peu le principe, les règles de base, c'est-à-dire de se respecter, de faire attention aux autres, de ne pas jouer pour écrabouiller les autres et d'essayer aussi de faire connaissance. Et ensuite, en gros, on fait soit des matchs quand on est au football, au basket, au handball, où on découpe des équipes et on fait en sorte que on s'amuse pendant 2 heures. Soit on va avoir peut-être des ateliers quand on est sur quelques sports un peu plus spécifiques. Par exemple, quand on va apprendre le kickball, il va y avoir un peu de temps pour se faire la main là-dessus. Ensuite, ça c'est nos séances, on pourrait dire permanentes. On a tout un pan de notre activité qui est lié à des événements. Alors il y a des événements un peu permanents du type notre tournoi de football solidaire qui a lieu tous les ans. Là, on invite des équipes qui sont pour nous soit des équipes qu'on constitue pour l'occasion. Par exemple, on accueille, en général, on a des équipes de migrants qui se constituent, qui viennent jouer sur ces terrains pour aussi avoir un endroit où on a un peu une autre adresse aux migrants que simplement de leur dire qu'ils nous
gonflent, parce que c'est ce qu'ils entendent un peu trop souvent ou qui sont un problème. Là, c'est pas un problème, c'est une ressource, ils viennent jouer avec nous. On a ensuite des équipes qui peuvent venir parce qu'on les trouve sympas, ça arrive aussi. Et puis moi je suis arrivé en fait dans le Spartak par un partenariat avec une équipe ardennaise que j'avais montée, parce que j'avais déjà créé un club mais dans les Ardennes. Et donc mon équipe ardennaise continue à venir dans ce tournoi solidaire. Et qui est aussi l'occasion de faire connaître d'autres assos, enfin de faire d'autres choses à côté de ça. Ensuite, on est beaucoup sollicité par soit des festivals sur le monde ludique, on a aussi un festival de quartier, on a un festival qui s'appelle La Rue aux enfants aussi, qui est donc un festival plus tourné vers les enfants, où là on fait de l'initiation au sport, enfin, on fait des petites choses comme ça, toujours sur une base, c'est d'y aller à partir de nos forces, c'est-à-dire des volontaires qui sont prêts à aller du coup dans ces différents événements. Voilà, je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur notre activité, mais vous avez bien compris que le principe du coup du Spartak, c'est d'essayer partout où on le peut d'inventer en fait des formes de mettre du sport un peu partout et sous des formes les plus sympas possibles, et puis un peu à chaque fois de l'inventer sur place. Alors après, dans notre fonctionnement interne, je vais aller très vite là-dessus. Donc on est un bureau à taille variable, toutes les AG, tous les ans, on refait le tour. Et on n'élit pas notre bureau, nous c'est les gens qui se proposent. En fait c'est un engagement d'être membre du bureau, tout le monde devient coprésident. C'est un engagement dans le sens où quand on est coprésident, on s'engage un peu plus que les autres bénévoles. Parce qu'à vrai dire, vous voyez, le problème d'avoir un truc très ouvert et des adhérents à 1 € qui viennent juste faire du sport, c'est que du coup, ces adhérents, ils sont là pour les créneaux, et la seule chose qu'on leur demande, c'est d'être sympa dans les créneaux. Mais on ne leur demande pas du tout de venir organiser plus de choses que ces créneaux. Après, on les sollicite, hein, nous on leur dit, là on a un événement, on va faire ça, est-ce que vous voulez venir, est-ce que ça vous intéresse, et si ça vous intéresse, on vous aide à le faire. Et du coup, c'est plus les membres du bureau qui collectivement prennent la responsabilité de faire vivre l'asso. Et donc c'est pas un mandat, c'est plutôt une sorte d'engagement supplémentaire, qui donne aucun pouvoir, hein. On n'a pas de pouvoir plus que les autres adhérents, on est au même régime que tous les autres. Mais c'est juste que s'il n'y a personne pour ouvrir la salle de sport tel jour, on doit trouver un des membres du bureau qui va aller trouver le moyen d'ouvrir la salle de sport. Voilà, alors peut-être qu'on peut passer du coup un peu au deuxième point, à cette question du modèle économique du Spartak lillois, et d'essayer de revenir à partir d'une grille de lecture qu'on va vous afficher, qui est du coup un peu la grille de lecture de ce que c'est un modèle économique. Mais alors n'ayez pas peur, il y a plein de concepts là-dedans qui sont plus ou moins obscurs là, mais je vais les illustrer du coup à partir de ce qu'on fait nous dans le cadre du Spartak. Et puis après, je reviendrai sur peut-être de manière un peu plus générique sur ces différents concepts pour qu'on puisse compris discuter. Alors est-ce qu'il y a des questions sur ce que c'est le Spartak lillois ou des réactions, des choses comme ça? Bon, ok. On a un super site internet, vous pouvez regarder tout ce qu'on fait. Vous voyez que du coup, l'intention du Spartak lillois, la visée de l'association, elle est assez évidente autour de la proposition finalement d'offrir à des bénéficiaires, à des gens qui sont donc principalement dans les quartiers autour de Fives, hein, on rayonne surtout sur le sud de l'île, Fives, LM, un petit peu Mont-Saint-Barreul, un peu moins vers le nord, et puis le centre de l'île. Après, il y a des gens qui viennent un peu plus loin. Moi, je suis Lampersart, je suis complètement à l'opposé. Mais donc, on a un rayonnement assez local, à vrai dire. Et donc, la visée, c'est de proposer aux gens de ces quartiers de pouvoir faire du sport, de pouvoir se rencontrer à l'occasion du sport et de pouvoir, du coup, donner une occasion aussi de s'investir. Et vous voyez que c'est un peu des gradients comme ça. L'intention basique, c'est d'ouvrir des activités sportives. Ce que ça produit, ça quand même, c'est une réflexion pour le coup à laquelle on a été confronté, c'est que pour proposer du sport, on a besoin d'installations. Et en fait, ce qu'on fait au Spartak, c'est rendre disponibles des installations. On rend effectives des installations sportives qui, sinon, sont privatisées ou réservées à des clubs qui ne sont pas accessibles du fait des conditions financières pour y accéder à un gros morceau de la population. Genre le club de foot qui utilise le terrain où on est. Alors déjà, il est très compétitif. C'est-à-dire qu'ils ont, si vous êtes senior, c'est-à-dire comme moi, joueur de football et que vous voulez vous y inscrire, ça vous coûte 120 € de licence.
Donc vous voyez, et avec un truc où en plus si vous n'êtes pas bon, c'est-à-dire que si vous n'avez pas pratiqué du football depuis que vous avez 5 ans, on vous dit bah non, c'est pas la peine de signer chez nous. Mais ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'autre endroit. Le seul endroit où vous pouvez faire du foot, c'est soit sur un parking, soit vous venez en loose day sur le terrain, mais comme c'est un synthétique qui a coûté cher, il y a un gardien, c'est fermé, etc. Donc en fait, le Spartak, en ayant un créneau d'ouvert, ce qu'on fait, c'est qu'on fait que ces installations, elles ne dorment pas. Elles sont investies par les gens du quartier, elles sont accessibles en fait aux gens du quartier qui n'ont pas les moyens d'aller dans un club sportif. Et pas les moyens, c'est pas que financier, hein, c'est aussi pas les moyens en termes de compétences sportives, on pourrait dire. C'est la même chose pour le basket, c'est la même chose pour le handball, etc. Donc ça, c'est un premier effet qui est là. Il y a un deuxième effet, c'est que du coup, on a aussi un moyen de... Enfin, on se rend compte que les gens qu'on voit dans nos créneaux, qui viennent du coup dans nos créneaux, pour une part, donc déjà, c'est leur seule activité sportive hebdomadaire, donc c'est déjà pas mal, hein. D'autant plus que comme on n'a pas de critères de compétitivité, on peut avoir des gens, y compris âgés, y compris pas physiquement au taquet, quoi. Enfin, il y a aussi ce côté d'accessibilité du coup du sport à des personnes qui sont pas des grands sportifs, donc ça a un intérêt assez certain pour le coup. Et enfin, on a aussi dans nos créneaux du coup une rencontre de personnes de milieux assez différents, puisque entre les personnes qui viennent, on pourrait dire, pour l'investissement politique du Spartak, où là on va trouver, si je regarde dans les membres du bureau par exemple, alors il y a des personnes qui sont maintenant, on va dire, avec le temps, un peu plus issus du public classique des créneaux, donc des gens du coin, du quartier, investis dans le quartier, dans des assos locales, d'un peu tous les milieux. Et puis après, on a aussi d'autres membres de bureau, on pourrait dire, qui viennent un peu plus loin, qui sont soit des gens qui travaillent dans des maisons d'associations, on a beaucoup qui sont travailleurs sociaux, qui bossent en maison d'asso. On a aussi qui sont sociologues dans des structures d'études pour les structures ESS. Enfin, et puis des gens, on pourrait dire comme moi, qui sont consultants et docteurs en économie. Enfin, vous voyez, du coup, on a aussi une mixité très forte dans les créneaux par le fait que on est tous là pour faire du sport et que du coup, ce qui nous réunit, c'est cette question-là. Après, on a aussi été repérés. Là, pour le coup, c'est pas nous qui l'avons directement poussé, mais on a été repérés, notamment par un bailleur social local. Je suis toujours du coup sur les effets utiles, hein, comme étant des acteurs qui pourraient donner finalement une sorte d'épaisseur d'accompagnement social aux résidences. Alors pas en nous disant venez faire de l'accompagnement social pour nos résidents, mais en disant venez mettre un lieu dans lequel vous allez être présent de temps en temps, qui va pouvoir s'adresser à nos résidents. Alors là, on pourrait dire qu'on s'est un peu écarté du sport pour ça, puisque l'idée c'était déjà d'habiter un lieu. On a proposé un peu de sport, mais vous voyez, très léger, hein. Ce qu'on a fait, c'est du molki et un peu de badminton dans la petite courette de la résidence. On fait aussi un autre accès au sport qui est via la diffusion de matchs de foot. C'est-à-dire qu'on a pris un abonnement pour rendre accessible la Ligue des Champions, pour le dire un peu vite, aux habitants de ces résidences. Et puis on a fait un autre truc, c'est qu'on a aussi pensé du coup à une version très élargie du sport ou l'activité sportive. Ouais. Alors non, on n'a pas de soutien de club. Non, pour l'instant, on n'a pas de contact avec le LOSC, ni avec d'autres sports. À vrai dire, le seul contact qu'on a avec un club de sport un peu structuré, c'est vraiment le club de FIV au basket, qui là est très sympa, nous prête sa salle. Oui, Lille est pas mal. Alors après, là, c'est pas le club de Lille, c'est le club du quartier de FIV, qui est, je sais plus en quoi est leur équipe première. C'est pas trop mal, mais c'est pas un club pro, quoi. Mais c'est un club très très sympa pour le coup. Ils ont un beau clubhouse qui nous prête quand on a une réunion à faire ou ce genre de choses. Donc non, on n'a pas de contact avec des clubs de sport pour l'instant. Alors même si, comme toutes les assos en fait, sportives de la métropole, on reçoit des places, par exemple, pour aller au LOSC. En général, chaque match à domicile, on a entre 5 et 10 places, que du coup on file à nos adhérents. Enfin, toutes les 2 semaines, on met un message sur Facebook en disant qui veut aller au stade. Et du coup, il y a un mode d'attribution qui est le premier qui répond va au stade. C'est facile à...
Pour cette année, c'est pas mal. L'année dernière, on a eu un peu plus de mal à filer nos places. C'est marrant parce que l'année dernière, on avait plus de places, un peu moins de demandes. Cette année, on en a moins de places parce qu'à mon avis, ils arrivent à mieux les vendre et du coup, par contre, on a beaucoup de monde qui a envie d'y aller. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a élargi un peu notre vision du sport pour cette résidence en proposant en fait des jeux de société. Vous voyez qu'on va très loin dans le sport. Où là, cette fois-ci, on fait pareil, c'est-à-dire un peu de la découverte de jeux un peu originaux, notamment dans tous les jeux coopératifs, ce genre de trucs, en général, il faut être entre 5 et 25 pour jouer, et donc c'est un peu dur de jouer à la maison. Et puis après, il y a aussi des trucs un peu originaux. Il n'y a pas longtemps, là, on a fait du mahjong, on a fait une initiation au mahjong, par exemple, ce genre de truc qu'on peut faire du coup dans le local. Et donc là, qui est très adressé aux habitants, mais en même temps toujours ouvert à l'ensemble de nos adhérents. Donc vous voyez que derrière, finalement, une valeur au départ qui était de proposer de l'accès au sport, on s'est retrouvé à faire déjà une première chose, c'est à aller à rendre accessibles des installations sportives. Parce qu'en fait, nous, on en avait besoin aussi, et donc on s'est mis à quelque part solvabiliser les infrastructures sportives de la ville, qui n'étaient pas vides, et qui du coup étaient utilisées, pratiquées. Ce qui fait qu'on n'a pas eu trop de mal la première fois ou au début à avoir des créneaux. C'est un peu plus compliqué maintenant pour nous de défendre l'idée qu'on a beaucoup de monde qui vient et donc on a besoin de plus de créneaux. Au bas mot, on a quelque chose comme 400 ou 450 adhérents. Vous voyez, ça commence à faire du monde. On est une dizaine de personnes dans le bureau, donc vous voyez, c'est pas mal en termes de ratio. Heureusement, il y a beaucoup d'adhérents qui deviennent de plus en plus, prennent en main des créneaux et sont capables de nous aider. Mais par contre, on a un peu de mal à récupérer des créneaux supplémentaires. Par exemple, au foot, ça déborde, au basket, ça va encore, mais on a pas mal rempli la salle, mais du coup, on aurait besoin d'un ou deux créneaux de plus. Un truc tout bête, on a monté une équipe de handball qui s'est inscrite en championnat loisir, ce qui veut dire qu'il faut que toutes les semaines, normalement, elle puisse, au moins une semaine sur deux, elle puisse accueillir les matchs. Elle peut pas, donc on discute avec les autres équipes de loisirs pour avoir tout le temps notre créneau ouvert. Enfin bref. Donc vous voyez qu'on arrive sur ces effets utiles qui sont de rendre accessibles finalement des installations sportives, mais là, tout le monde n'est pas convaincu. Autant ça a été facile sur un certain niveau, autant ça devient une vraie bataille aujourd'hui, et c'est la bataille de tous les étés. Quand au mois de juin, on nous dit quelles seront vos demandes de créneaux l'année prochaine, on demande en gros le double de ce qu'on a aujourd'hui, et grosso modo, on nous répond au dernier moment, vous avez ce que vous avez, et c'est très bien comme ça. Et ça, c'est une discussion toujours un peu compliquée parce que, en même temps, nous on voit qu'il y a aussi une dégradation finalement des conditions dans lesquelles on peut rendre accès le sport à nos adhérents. Un truc tout bête, mais la salle de fitness, comme je vous ai dit, c'est pas très grand. En gros, on peut être 25 dans la salle de fitness. Vous voyez que c'est 2 heures de fitness. Donc vous imaginez 2 heures de fitness dans une petite salle, déjà vous ressortez, c'est une étude. Et là, on a eu des créneaux où des fois on était 40. Donc, c'est-à-dire que même physiquement, on se met des coups si jamais on fait vraiment de la fitness. Donc, y compris, on doit faire de la fitness qui ne prend pas de place, quoi. Donc, c'est ce genre de tension qui fait que là, on a une difficulté à faire reconnaître le fait que, effectivement, c'est bien un accès au sport. Ensuite, il y a une chose qui s'est posée, c'est notre capacité en fait à monter des projets très vite sportifs fait que de plus en plus, on vient nous chercher pour cette capacité-là. Et là, je dirais que c'est presque une dimension d'externalité, parce qu'en fait, on ne le fait pas exprès d'être réactif, mais c'est juste que c'est une injonction de notre modèle. On fait pas exprès, finalement, d'être capable de mobiliser 10-15 personnes sur un projet, et puis de se retrouver à avoir d'un coup 25 bénévoles qui se mobilisent sur des trucs d'envergure. Mais c'est vraiment qu'on n'a pas le choix. Quand on fait un tournoi de foot, il n'y a pas d'autre moyen que celui-là pour que ça se passe bien, pour que ça tourne. Et ça a été repéré cette affaire-là, au point qu'on vient nous chercher. On a fait une course par exemple dans une friche industrielle pour la mairie, et on est venu nous chercher pour ça. Mais du coup on s'est retrouvé à organiser une course pour 200 coureurs, à faire le service de sécurité, à faire l'accueil, à faire la restauration, avec, vous voyez, que des bénévoles. Et on y est arrivé, et ça s'est plutôt bien passé en plus. Au point qu'on nous a demandé si on pensait reconduire l'événement les autres années. Nous, on avait pris ça comme un truc qu'on allait faire une fois et c'était bon. Et au final, voilà, on est en train de nous demander de faire ça tous les ans. Mais on a ça aussi avec ce que je disais, les tournois de molki qu'on fait un peu, parce que c'est un peu notre truc quand on ne sait pas quoi faire et qu'on nous demande un événement. S'il faut vraiment qu'on soit présent, on fait un tournoi de molki.
Alors on sait tout faire, hein. Maintenant on sait même fabriquer les molki, puisqu'on a une de nos adhérentes qui est prof dans un lycée pro, qui du coup fait un projet pédagogique où on fait les molki, on les débite, on fait tout. Et du coup, ça devient un peu une sorte de produit phare, mais on vient nous chercher des fois pour des trucs très loin en disant, vous voulez pas venir faire un tournoi de molki ici? Et nous, on essaie de réexpliquer, attendez, on n'est pas juste là pour faire de l'événementiel, nous on fait du sport populaire, donc il faut que ça ait du sens, y compris là-dessus. Et je pense notamment à des événements où on nous dit venez, et on pose la question, ils disent l'événement est un événement payant, c'est 15 balles pour rentrer, et nous, nous on dit non, si on fait un événement, c'est un événement qui est ouvert, donc si vous voulez on fait le truc à côté, mais on ne le fera pas dans un truc qui sera fermé, quoi. On ne vient pas dans une salle d'expo pour aider pour nourrir un truc comme ça. Et donc, y compris quand ce n'est pas payant, mais du coup, vous demandez une contrepartie à cette mobilisation, cette compétence que vous avez développée autour de l'organisation. Comment vous prenez en charge ça? Alors ça dépend des trucs. En fait, il y a des endroits où ça vaut le coup de monter un projet de financement. Et on sait, et là c'est plutôt les copresses qui sont dans le monde des maisons d'assaut ou ce genre de trucs, qui sont au courant de dispositifs qui sont capables de financer des événements de ce type-là. Et là le but pour nous, c'est comment on s'appuie sur l'événement pour faire financer des éléments de matériel sportif qu'on va pouvoir utiliser tout au long de l'année. Se faire racheter des raquettes neuves de badminton, des ballons de foot neufs, enfin bref, des trucs qui permettent de nourrir l'ensemble de la dynamique. Et donc là, on a un aspect où ça se monte à travers un projet assez classique finalement, mais dans lequel on essaie de faire entrer le plus de trucs possible. Ça peut être des flyers ou des trucs comme ça également. Ensuite, il y a d'autres aspects où il n'y a pas de possibilité de monter ça. Et dans ce cas-là, on peut avoir le cas, c'est le cas des 3/4 des tournois de molki, où on vient et on dit, nous comme on fabrique nos molki, on va les proposer à la vente de manière solidaire. On les met au prix de vente, au coût de fabrication, le coût du tuteur en gros, au coût de fabrication, et puis on demande aux gens, s'ils veulent, ils peuvent payer plus. Éventuellement, on va mettre un ou deux bénévoles sur une buvette, mais alors la marge sur une buvette, en général, c'est assez faible. Et puis après, il y a le dernier type d'événement, où là, on y va juste parce que ça fait sens pour le quartier, genre la rue aux enfants, où là, on propose rien d'autre que le fait d'animer. Et c'est pas financé autrement que par les bénévoles qui mettent l'énergie dedans. Du coup, indépendamment de la question financière, du coup, ça soit financé ou pas, mais pourquoi vous le faites? On le fait parce que en fait, c'est des acteurs qui sont nos voisins, qui pour une part viennent à nos créneaux, c'est-à-dire qu'ils ont leurs bénévoles qui viennent chez nous, on a les parents par exemple qui viennent dans nos créneaux, et qui veulent aussi qu'on leur montre toute la palette de ce qu'on sait faire, de ce qu'on fait, et puis qui viennent nous voir en disant on fait un événement, c'est dommage, il n'y a pas de sport, est-ce que vous voulez pas qu'il y ait du sport, alors que c'est un événement qui, en gros, est la même adresse, hein. La rue aux enfants, l'idée c'est de faire en sorte d'animer une rue de manière très ouverte, dans un mode gratuit, qui permet à des enfants sur une rue qui est assez longue, finalement de s'amuser toute la journée sans avoir à rien débourser. Et donc c'est que des assos qui viennent faire de l'animation. Et donc nous, ça nous va bien du coup de faire ça, parce que c'est aussi un moyen de montrer que le sport, on peut aussi le rendre accessible sur des temps très courts, sur des publics très différents. Et en fait, ça ramène aussi des gens dans nos créneaux, ça nous fait aussi connaître dans le quartier, parce que notre but, c'est pas de nous adresser. On a des fois des sollicitations un peu ailleurs, un peu loin, et puis des fois des trucs un peu loin de nos bases. Par exemple, on peut avoir des grosses boîtes qui disent vous voulez pas faire des tournois de molki pour notre CE ou je sais pas quoi. Nous, notre but, c'est pas juste de faire des tas d'événements partout, c'est déjà dans le quartier de faire en sorte qu'on contribue à la vie de ce quartier qui est à la fois un peu pas le plus brillant d'un point de vue économique, qui est souvent mal vu. Du coup, c'est aussi le moyen de le rendre plus vivant, et ça marche bien, en vrai dire. C'est-à-dire qu'on voit que se développe dans FIV, pas que de notre fait, mais une attractivité liée au fait qu'il y a plein d'assos qui viennent, qui s'investissent, qui organisent le rythme de la vie locale. Il commence à y avoir pas mal de lieux qui du coup se structurent autour de ça, du coup se mettent en réseau, ce qui fait qu'en fait on se rend service les uns les autres à travers ça. Après, on a des sollicitations des fois plus institutionnelles, par exemple le Secours Pop ou des choses comme ça. Dans ce cas-là, c'est aussi lié aux multiples engagements militants de nos différents copresses, qui ont aussi envie que les choses se passent comme ça. Ouais, j'avance. Donc vous voyez, ça c'est toutes nos intentions de valeur, et du coup comment elles se déplacent petit à petit d'un truc un peu simple de rendre le sport accessible à devenir finalement acteur d'un quartier, à s'inquiéter
l'usage des structures publiques, à s'inquiéter aussi de l'accessibilité au sport, jusqu'à aller rendre service à des habitants d'une résidence de notre quartier. Vous voyez comment on s'est fait embringuer là-dedans et il n'y a pas d'autre corps défendant, hein, on y va avec grand plaisir. Mais tout de suite, ça pose une question, c'est comment on fait pour qu'en face, on puisse répondre à ce genre de truc. Parce que, en fait, des projets super, il y en a plein qui nous arrivent, avec une difficulté, c'est ce que je vous disais, hein, il y a 10 copresses là-dedans, on a déjà une activité régulière à animer, ce qui est déjà pas rien, hein, de s'inquiéter quand la salle soit ouverte, que les ballons soient là, que, truc tout bête, hein, mais que les chasubles soient lavés, ce genre de truc. Déjà, ça prend pas mal d'énergie. Et monter des trucs ad hoc, genre monter une course à pied dans une friche industrielle, c'est encore un cran au-dessus. On a fait aussi des parcours à vélo de Lille à Dunkerque, par exemple, où il faut organiser du couchage, il faut organiser tout le circuit de vélo, penser quelle route on va prendre pour que ce soit accessible, pour qu'il n'y ait pas trop de montée, pour que ce soit pas trop dur, etc. Il y a un boulot assez énorme derrière tous ces trucs-là. Et là, nos ressources, vous voyez, elles sont un peu de deux ordres. Il y a des ressources matérielles, tout ce qu'on mobilise en fait pour faire nos activités. Ça va de la salle de sport, où là c'est assez négocié d'année en année, et vous voyez la tension qu'il y a sur ces aspects-là. Il y a tout le matériel sportif, bien sûr, et puis il y a aussi ce qu'on mobilise à l'occasion de quelques événements. Je vous disais, en fait, si on prend dans nos ressources matérielles, il y a un tout petit bout du lycée professionnel et de son atelier de découpe, où à chaque fois qu'on doit créer des jeux de molki, on mobilise finalement ces ateliers. On va avoir aussi l'association Droit au vélo qui nous passe des vélos quand on fait un trek jusque Dunkerque, parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de vélo. Et ça ne doit pas être une règle, pour rendre le sport accessible, s'il n'y a pas de vélo, il faut qu'on se démerde à en trouver. Donc ça, c'est un autre aspect. Mais il y a surtout, après, notre capacité, ou plutôt toutes les ressources immatérielles que ça demande. Alors derrière ce concept de ressources immatérielles, cette question, c'est, par exemple, animer une séance, on s'est rendu compte que c'était pas juste dire, tu te mets là, tu fais le speech de ce que c'est le Spartak, et puis hop, on envoie les ballons. Parce que tout de suite, ce qui se passe, c'est comment on fait en sorte qu'on partage tous bien comment la conduite d'une séance, par exemple. À quoi on est vigilant, par exemple. Quand, un truc tout bête, hein, mais vous avez 10 potes qui viennent et ils veulent tous être dans la même équipe. Est-ce qu'on casse les équipes, on force la mixité? Jusqu'où on tient cette question-là? Parce que vous pouvez avoir des gens qui n'ont pas compris le message au départ et qui viennent en se disant moi je fais du basket pour faire des actions hyper balèzes et je me mets dans mon équipe de copains, on est tous très forts et du coup ils écrabouillent tout le monde. Comment on régule ça? Et ça, on voit que ça demande du coup d'aller un peu plus loin que simplement de dire la salle est ouverte et vous prenez les adhèses et vous écrivez les noms des personnes. Et donc ça pose tout de suite des questions de développer un peu des références communes, des repères communs, et sans être complètement de se dire on se fait une procédure. Parce qu'on a eu cette discussion très forte de dire est-ce que tout le monde anime exactement de la même manière? Et en gros, on décrit une procédure. Ou est-ce que le problème de la procédure, c'est que ceux qui ne se sentent pas à l'aise avec, du coup, ils font pas. Et donc, en gros, on limite pas mal nos forces. Ou est-ce qu'on essaye de se dire, c'est pas grave que les gens fassent un peu à leur sauce, mais du coup, il faut se mettre d'accord sur c'est quoi les fondamentaux. Et là, en fait, cette deuxième option, elle a un côté très pratique, c'est que du coup, ça nous permet de repérer des adhérents qui sont là tout le temps, et de ne pas dire seulement c'est les membres du bureau qui doivent, pendant un an, être toujours présents partout, mais aussi de dire à certains adhérents, écoute, tu voudrais pas animer un créneau, sachant que si tu veux animer un créneau, on va te dire c'est pas grand chose, tu vois bien comment on fait, c'est ça, ça et ça, et si tu veux, les premiers, on peut être présent pour faire un peu le backup, mais en fait, très vite, les gens, ils savent faire. Alors ça marche bien dans les créneaux de sport-co, où il n'y a pas grand chose à faire, à vrai dire, il n'y a pas d'animation en tant que telle. C'est plus compliqué quand on est sur yoga, fitness, genre de trucs, où en général, le modèle, il y a vraiment un animateur sur place, et y compris, il y a des enjeux à pas faire n'importe quoi. Parce que faire du yoga n'importe comment, si on coince les lombaires des gens, c'est un peu dommage. Et donc là, on voit qu'on a des questions de compétences, par exemple, qui se posent. Et donc de rechercher spécifiquement qui est capable de développer ces compétences. Dans les membres du bureau, il y en a quelques-uns, mais un truc tout bête, on avait 3 personnes en capacité dans le bureau de faire de la fitness au début de l'année. Il y avait un homme, 2 femmes, il y a un type qui est parti professionnellement dans une autre ville, donc là il a disparu, il n'est plus là, et puis vous avez une des deux femmes qui anime ces créneaux qui est tombée enceinte, donc elle n'anime plus les créneaux.
Et donc on n'a plus qu'une personne qui s'était engagée sur un tiers des créneaux, pour le dire comme ça, et qui se retrouve avec un calendrier dans lequel il y a 3 fois trop de créneaux pour elle. Et donc, comment on repère chez les gens qui viennent dans son créneau des compétences qui permettraient de dire, bah là, vous pouvez animer un créneau de fitness. Mais vous voyez que cette question du créneau et des compétences que ça demande à la fois des compétences de partager ce qu'on a mis au milieu, un peu comme la doctrine. C'est-à-dire, c'est quoi les grands éléments du référentiel du Spartak qui permet qu'on tienne ce qu'il y a à tenir dans la séance, et puis des éléments de compétences peut-être pratiquement plus techniques, c'est ça, sur certains sports où il faut aussi, on ne peut pas faire n'importe quoi du fait de la nature du sport. Et donc ça demande une attention particulière à ces ressources-là. Après, il y a tout un tas d'autres ressources immatérielles qu'on a besoin de jouer, par exemple dans la connaissance des réseaux d'acteurs politiques, et y compris des réseaux d'acteurs sociaux, de notre voisinage, pour, quand on organise un événement, aussi s'allier avec d'autres pour ne pas être tout seul à les porter. Et ça, c'est vraiment des compétences où tout de suite on va tomber sur la question de la proximité. Et c'est là où c'est vachement important qu'il y ait un ancrage très local, très, très quartier finalement de cet assaut, avec des gens qui habitent le quartier, qui sont aussi engagés dans d'autres espaces que simplement le Spartak lillois. Et ça, c'est du coup des ressources immatérielles. On a fait tout un travail il y a 2 ans sur finalement qui on est, les membres les plus engagés, quels sont nos réseaux, et qu'est-ce qu'on a aussi comme ressources un peu autour, et y compris des ressources qui ne sont pas directement fléchées sur le sport. Parce que c'est un peu évident de dire « Ah ben moi je sais animer un cours de fitness », mais par exemple être capable de dire, je sais pas moi, voilà la prof de lycée pro qui dit « moi j'ai un atelier, j'ai accès du coup à des machines qui permettent de découper pour faire des molki », c'est pas un truc qu'on invente comme ça, quoi. Et donc ça a demandé un petit peu un travail de demander « mais t'es qui, qu'est-ce que tu fais, quels sont finalement les trucs que tu vois que tu pourrais mettre finalement dans le Spartak ». Et ça, du coup, ça nous demande voilà, un petit travail d'introspection sur ça. Il y a une autre ressource qu'on n'arrive pas à exploiter maintenant, qui est un peu d'ailleurs du côté de la valeur. On s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, il y a plein de travaux d'étudiants sur le Spartak lillois. Ici, il y a des gens du CNAM qui viennent regarder comment ça fonctionne, une université populaire. Et en fait, nous, on a plein d'étudiants, que ce soit en sport, en STAPS, par exemple, qui viennent sur de l'animation de nos créneaux. On a des étudiants qui sont stagiaires dans le travail social et qui viennent chez nous pour voir comment finalement on fonctionne, pour aussi nous aider à fonctionner. On a des thésards qui ont fait des thèses aussi sur du coup, les pratiques populaires du sport et qui sont venus nous voir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait des dizaines et des dizaines de travaux d'un peu tout niveau, de la thèse jusqu'à le rapport de stage, je ne sais pas si on a eu des 3e, mais des petites choses comme ça, et qui nous ont donné envie aussi, et là c'est qu'un projet qu'on n'arrive pas à mobiliser encore pour l'instant, mais de se dire, mais si aussi on faisait voilà, de la rencontre de ces gens qui ont comme commun d'avoir tous travaillé sur le sport populaire. Et sans doute qu'un thésard, il serait content d'exposer face à des gens qui sont d'autres milieux, notamment du sport ou du milieu de l'accompagnement social, pour aussi dire ce que lui, il a vu. Et eux aussi exposer et avoir du coup le regard d'un thésard en sociaux sur comment il a lu l'expérience du Spartak et comment du coup ils se nourrissent entre eux. Mais ça, vous voyez que on a repéré qu'il y avait toute une ressource qui s'était constituée de ce point de vue-là, en fait, d'interconnaissance ou de connaissances très profondes sur le dispositif du Spartak, plus grande d'ailleurs que les membres du bureau, parce que ça a été vraiment, c'est un exercice pas simple ce que je fais là, parce que c'est pas un truc qu'on fait tout le temps, l'introspection sur le modèle éco du Spartak. Ça arrive de temps en temps, en général juste avant les AG, on se repose la question, mais globalement, on a un peu de mal à rentrer là-dedans. Donc c'est un vrai travail que de replonger là-dessus. Et donc vous voyez, ça fait d'autres types de ressources qui sont posées. Derrière, on a une question, vous voyez qu'on a la boucle qui va jusqu'aux questions de financement, et on a indiqué des financements directs qu'on a appelés monétaires et des indirects non monétaires. Il y a des moments où il y a des flux financiers qui arrivent. On a une subvention de fonctionnement par la mairie de Lille, alors qui est assez famélique. C'est moins de 1 000 € pour le dire très vite. Et qui est donc un truc qui finance le fait que maintenant ça finance l'électricité et l'abonnement. Il n'y a pas d'abonnement internet à notre local. Donc juste l'électricité du local.
la flotte, et puis c'est tout, quoi. Et puis éventuellement quelques fly, ce genre de trucs. Ensuite, on a d'autres financements qui vont arriver. On a les adhésions, qui malgré tout, quand même, quand vous avez un peu plus de 450 adhérents, si tous payent mensuellement leur euro, vous voyez que vous commencez à avoir du coup un revenu assez intéressant. Alors nous, ce qu'on fait avec ça, c'est qu'on en dépense une partie de ce revenu aussi pour soutenir des projets solidaires. Par exemple, on a acheté un stock de thé assez monumental chez les Scopti, pour ceux qui connaissent. Hein. Vous savez, la coopérative qui a repris après le départ de Lipton à Gémenos, près de Marseille. Voilà, il y a une asso locale à Fives qui s'appelle On fait la diff, et qui sont donc où on est partenaire, et du coup on a du thé à profusion maintenant dans le local qu'on revend de manière solidaire, c'est-à-dire que c'est à partir, je crois que c'est à partir de 10 centimes que vous avez un thé. Donc vous voyez, c'est pas très très cher. On a aussi des financements un peu directs, par exemple quand on fait des t-shirts, des maillots de foot, des trucs comme ça, les fiches du Spartak, où on fait payer le coût. Mais là pour le coup c'est pareil, c'est des trucs un peu assommés. Ouais. Alors ouais, on fait des maillots, on fait en fait plusieurs types de t-shirts. Il y a des t-shirts en coton et ensuite on a des maillots de sport. Ah bah pas de problème, il faut aller sur le site du Spartak, il faut regarder. Alors les commandes, il y en a une qui est partie là, donc c'est un peu tard pour celle-là, mais on en aura une deuxième dans l'année. Et après, c'est le maillot, je crois qu'il est à 25 balles livré chez toi. Voilà. Bah, pas de souci. Tu regardes sur le site. Si tu trouves pas, tu as le mail à travers. Il y a le mail du Spartak. Il faut contacter, demander à avoir un maillot. Tu vas sans doute avoir Valentin au bout du fil et qui va te dire comment ça se passe. Voilà. Donc ça, c'est des petits trucs qu'on fait comme ça. Il y a ce que je disais tout à l'heure, quand on a des opérations, on peut avoir des financements sur le mode. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. C'est les projets. Projets d'intervention, je ne sais plus quoi, enfin bref, qui sont les PIC, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui sont donc des dispositifs de financement particuliers sur des événements qui sont ouverts en mairie. On peut des fois avoir des trucs aussi par la mairie de quartier sur certains événements comme ça. Mais en fait, je dirais que la plus grosse part de notre financement, c'est le non monétaire. C'est le temps parfois colossal que donnent certains adhérents. On a un de nos membres de bureau qui est là à tous les créneaux. C'est-à-dire que c'est un type qui était étudiant, maintenant il bosse en usine, donc il est un peu moins disponible, quoique je crois que ses horaires font qu'il arrive encore à se libérer. Mais du coup, on a des gens qui donnent énormément de temps. Pour nos réunions de bureau, on a une réunion mensuelle où on se voit et on essaye de s'organiser, mais surtout pour les créneaux, à vrai dire. Parce que vous voyez que tout de suite, c'est 2 heures dans lesquelles on va animer un créneau pendant 2 heures. Donc ça, c'est un premier niveau d'investissement assez fort. Ensuite, on l'a aussi sur tous les événements qu'on crée. Vraiment, les 3-4 collègues du coup, qui sont coltinés l'organisation de la course à pied dans la friche industrielle, ils se sont tapés les réunions avec les pompiers pour savoir où on peut faire courir les gens, parce que c'est une friche, hein, c'est pas une piste de course. Il y a des endroits, il y a encore des pavés qui sont pétés, il y a des endroits où on ne peut pas passer parce que c'est pas sécurisé. Et donc de faire le tracé pour que ça fasse suffisamment. On avait pensé à on est toujours dans le sport accessible, donc il fallait faire un parcours de 2 km, mais aussi un parcours de 4, de 6, de 8. Et donc, penser des trajets pour que les gens puissent courir sur une journée, puissent quand même aller dans la fiche, se croiser, etc. Donc tout ça fait que, voilà, c'est aussi énormément de temps. On a le non monétaire, qu'on nous a rappelé d'ailleurs, ce forme monétaire, qui est la mise à disposition des installations. C'est-à-dire quand la mairie, on leur a dit que la subvention de fonctionnement n'était pas très grosse, ils nous ont répondu, mais si on convertit en coût, heure, l'usage que vous avez de nos installations, ça représente X milliers d'euros. Ce qu'on a trouvé moyen, on va dire. C'est aussi que nous, c'est X milliers d'euros, si on n'est pas là, ils sont accessibles à personne. Donc, bon, voilà, mais bon, ils savent bien nous dire que ça vaut quelque chose, et c'est vrai, ça vaut quelque chose. Et ensuite, on a notre bailleur social là qui nous prête du coup notre local, qui est donc maintenant notre siège, où on peut quand même stocker du matos, ce genre de choses. Parce qu'il faut voir, par exemple, sur le terrain de foot, on n'a pas d'espace de stockage. Or, vous voyez que des ballons pour 80 personnes, ça prend de la place. Donc, on a aussi ce type d'apports qui sont faits. Et après, il y a des tas d'aspects non monétaires, d'aspects aussi de dons, de toutes les autres assos du coin qui
partout où elles vont, font attention à, dès qu'il y a du sport, se dire il faut en parler avec le Spartak. C'est tout un réseau de personnes qui ne sont pas membres de chez nous, il y a une fanfare par exemple, où les types ils sont hyper intéressants et hyper intéressés pour qu'on ait des coopérations avec eux. Et donc ils arrivent des fois dans des trucs où ils se disent vous voulez pas mettre du sport dans votre événement pour qu'on puisse aussi du coup rayonner sur d'autres événements où eux ils ont suffisamment compris ce qu'on essaie de faire pour aussi le proposer un peu à droite à gauche. Alors comme j'ai 45 minutes et que je suis déjà à 47, je vais peut-être aller jusqu'à un peu la conclusion, c'est-à-dire essayer de revenir un peu sur de manière, je vais le faire du coup très synthétique. Vous m'en excuserez, mais ça vous donnera l'occasion du coup aussi de poser les questions pour ça, pour que je ne sois pas tout seul à parler. Vous voyez que l'approche du modèle économique, je reprends ma casquette d'économiste là, mais l'approche du modèle économique, on a choisi à dessein de la porter comme ça, c'est-à-dire d'abord discuter de la valeur qu'on crée. Parce que ce que disait Sandro en introduction, c'est particulièrement juste. On voit à quel point ça n'est pas fécond, c'est pas possible en fait de penser et d'être créatif quand on pense à partir des enjeux de financement. C'est-à-dire si le Spartak, on l'avait pensé à comment on obtient des financements pour quelle action, on se retrouverait aujourd'hui en gros à faire 2-3 tournois de Molki financés par la politique de la ville et peut-être nos ADS, donc peut-être quelques créneaux. Je suis pas sûr qu'on les ferait tous. Et vous voyez, si on était rentré par le financement, les parties budget, ce serait ça le Spartak. Et en fait, on serait dans une asso de service classique, on pourrait dire, à essayer de dire comment on développe des projets à partir des financements qui sont possibles. Et pas qu'est-ce qu'on a envie de faire, quelle valeur ça peut avoir, et après, comment on fait pour trouver, quand il y a besoin, des modes de financement sous forme monétaire. Mais vraiment quand il y a besoin, quand il n'y en a pas besoin. Quand on a fait la course L'Orégraphe, on a demandé un financement juste pour les flyers, les t-shirts des bénévoles qu'on allait mettre autour de la piste et les rubalises. Vous voyez, c'était ça, les besoins de financement, c'était ça. Parce qu'après, tout le reste, en fait, ça allait être nos bénévoles qui allaient le faire. Et donc, on allait pouvoir s'en sortir comme ça. Mais donc, vous voyez qu'en en partant par la valeur qu'on veut créer, du coup, on se donne l'occasion, y compris de découvrir des capacités à mobiliser un peu d'autres trucs. On n'a pas eu la discussion du financement avec SIA Habitat, qui est le bailleur qui nous a ouvert le local. Ils nous ont dit, nous, on peut vous filer. C'est vachement intéressant ce que vous faites. On a envie d'avoir un truc où on crée de la valeur, y compris par des questions de sport pour nos habitants. Est-ce que vous êtes intéressé? On a un local. Oui. Et on n'a pas dit, est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on va devoir s'acheter de l'électricité? Tout ça. L'idée, c'était de se dire, mais on va trouver le financement s'il y a besoin d'un financement. Mais on est parti par ça a de l'intérêt. Donc, vous voyez que partir du modèle économique, à partir de quelle valeur on peut apporter, du coup, ça pose tout de suite la question de qu'est-ce qu'il y aura à terme comme ressources à développer. Et dans ces ressources à développer, est-ce qu'il y en a qui sont à financer sous forme monétaire? Et est-ce qu'il y en a aussi à trouver, non monétaire, dans un écosystème? Vous voyez qu'une des forces du Spartak, c'est d'avoir du coup un écosystème qui vient aussi nourrir du coup très fortement l'association. Et une partie de l'écosystème, c'est les membres et les adhérents. Mais il y en a aussi d'autres autour, notamment SIA Habitat qui s'embarque avec nous, mais on a aussi, on pourrait dire, tout le réseau des membres et des bénévoles qui sont inscrits là-dedans, qui vont aussi pouvoir ramener des trucs tout bêtes. On a un de nos membres, par exemple, qui est chez les éclaireurs de France, vous voyez les espèces de scouts laïques là, et par exemple, on a besoin de malles pour ranger nos ballons, etc. Quand on les met dans une salle, il a pu nous récupérer des malles. Donc, c'est aussi par ce réseau qu'on accède à ce genre de trucs. Et vous voyez que si on était parti du besoin de financement, on se serait peut-être demandé comment on fait pour en acheter, pour ensuite se demander à quoi est-ce que ça va nous servir et on en a besoin pourquoi. Et donc on aurait un truc qui serait complètement différent en termes de projet. Donc quand on a présenté cette boucle-là sous cette forme-là, c'est bien pour montrer que le point de départ par la valeur, il permet du coup de discuter, on pourrait dire un peu a priori on a envie de faire du sport populaire, on est attentif du coup à qu'est-ce que ça génère de faire du sport populaire et comment on a une sorte de réinvention tout le temps. C'est pour ça qu'on a une boucle comme ça et qu'on a mis au milieu la gouvernance. Vous voyez que le Spartak, le cœur du bureau, sa question c'est comment on n'arrête pas d'évoluer dans cette question du modèle économique pour dire jusqu'où on va dans les sollicitations. Alors, là on s'est mis à faire des jeux de société. Est-ce que demain, on devrait faire, je ne sais pas moi, par exemple, les soirées de discussion autour de la mise en valeur des travaux de recherche qui ont été faits
sur le Spartak. Est-ce que ça, on le fait rentrer ou pas dans l'association? Et donc, après, tout de suite, est-ce qu'on a les ressources pour le faire? Et puis après, à terme, peut-être, est-ce que ça demande des financements complémentaires? Mais vous voyez que, et la première question, c'est est-ce que ça a de la valeur pour notre projet? Et ça, c'est le point de départ. Et du coup, à chaque fois qu'on reprend une boucle, qu'on refait, qu'est-ce qui se passe dans nos créneaux? À quoi on est confronté? Quels sont les besoins que l'on a? Quelles sont les demandes aussi que nous adressent les gens qui viennent vers nous? Et par exemple, les sports insolites, c'est des gens qui viennent nous voir en disant bah, c'est bien, mais moi, vous savez, je veux faire, par exemple, le kinball. C'est un gars qui est venu une fois à un créneau et qui dit il n'y a pas de club de kinball dans le coin. Il y en a. Et du coup, ce serait vachement bien qu'on puisse en faire une fois de temps en temps, parce que moi, ça m'amuserait d'en faire. Et je suis sûr que c'est un sport qui serait enfin, aussi un sport dans lequel on peut avoir toutes les valeurs du Spartak, de s'amuser, ça va pas être compétitif parce que personne sait jouer, et donc c'est aussi un truc qui vient nourrir ce qu'on fait. Ben, quand on a ça, on se dit bah ok, est-ce que ça nous demande de trouver le matos, est-ce que l'on est capable de l'avoir, etc. Vous voyez que vraiment ce circuit en boucle sur le modèle économique, c'est assez important parce que du coup, vous voyez que les questions qui se posent au pilotage du projet, c'est pas juste est-ce qu'on tient le cap, c'est comment, en regardant ce qui se passe concrètement, en mettant en valeur ce qui se passe concrètement, c'est-à-dire en mettant une valeur sur ce qui se passe concrètement, c'est ça l'évaluation, on arrive à réinterroger les valeurs qu'on a vraiment envie de tenir, ce qu'on a vraiment envie de faire. Et derrière, comment on trouve les moyens, ressources et éventuellement financement qui permettent de continuer à tenir ce projet politique. Le Spartak, on s'est posé un temps, et je vais finir avec ça, mais une question sur un poste. Vous savez, toutes les assos, elles passent toujours par là, à un moment de se dire « Ah, on aurait besoin d'avoir un permanent ». Et en fait, le permanent, on se rendait compte qu'il avait tout à faire. C'était un peu le type, on disait « Il faudrait qu'il anime les créneaux, qu'il fasse l'administratif, les demandes de projet, qu'il aille faire le suivi, qu'il fasse notre bilan. » Et puis, en fait, on s'est dit « Mais celui-là, déjà, on va pas le trouver comme ça. Puis, ça va pas être un temps partiel. Hein. Il va se taper un boulot monstre. » Et en fait, on s'est dit « Mais pourquoi on aurait besoin de ça ?» Puisqu'en fait, tout ce qu'on a énoncé là, déjà, on arrive à l'assumer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un trou. Hein. Nos budgets, ils sortent, nos demandes de financement, elles sortent, nos bilans d'activité, ils sortent, nos créneaux, il n'y a pas de trou. Donc pourquoi avoir un bénévole, enfin un salarié sur ces questions-là? Et la discussion était autour de la question de la professionnalisation. Et je trouve que cette question, elle est assez symptomatique de comment cette boucle, elle peut mal tourner. Parce qu'en gros, derrière la question de la professionnalisation, c'était l'idée d'avoir des compétences spécifiques auxquelles on ne pourrait accéder que par le marché du travail, que par, du coup, un mode monétarisé. En fait, quand on essaie de se pencher sur les gens qui sont là dans le Spartak depuis longtemps et leur capacité, du coup, à mener des créneaux, ce genre de trucs, on se rend compte qu'il y a vraiment des compétences. On a des gens très compétents. Là, tout dernièrement, on a des gens qui sont venus, qui sont profs d'escalade, animateurs d'escalade, professionnellement, et qui nous ont dit, vous savez, la salle où vous avez accès, au fond, il y a un mur d'escalade. Si vous voulez, nous, on vous fait accéder vos créneaux à de l'escalade. Et vous voyez qu'on n'a pas besoin de salariés pour accéder à des compétences professionnelles, là y compris reconnues professionnellement, techniquement. Et il y a tout ce que je disais tout à l'heure aussi sur, en fait, quand on mettait un besoin de professionnel, c'était un besoin de se caler ensemble sur c'est quoi animer un créneau, c'est quoi faire du sport populaire, c'est quoi les enjeux de régulation des fois de tension dans le sport. Et ça, en fait, on peut se professionnaliser simplement entre bénévoles. Et du coup, comment on crée un dispositif, ou plutôt comment on pense la question de je vais faire le parcours très classique, je m'arrête là, je suis quelqu'un, je viens jouer au basket, je vois que c'est une asso sympa, j'ai envie de m'investir, comment on aide ces gens-là à accéder, au sens plein du terme, à ce que ça veut dire devenir un membre pilote du Spartak. Et donc aussi comprendre les enjeux de financement, comprendre les enjeux d'organisation des créneaux, comprendre les enjeux de relations à la ville, comprendre les enjeux administratifs. Et donc ça, c'est aussi une montée en compétences qu'on peut organiser et qui ne demande absolument pas de passer par le secteur marchand. Après, ça veut dire qu'on le fera au rythme simplement de notre capacité de financement ou de la capacité de financement de nos bénévoles, au sens de combien de nos bénévoles sont prêts à donner de temps, sont capables de donner du temps. Et vous voyez que ceux qui sont capables de donner du temps, c'est tout de suite lié à la valeur qu'on y met là-dedans. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de cette valeur, c'est pour ça que la boucle est boucle. Si on a une valeur très forte, un projet qui porte beaucoup, c'est facile de trouver des bénévoles qui s'engagent.
Et à mon avis, c'est une des difficultés d'un modèle économique qui trop vite, vous voyez, la spirale part vers des enjeux professionnels, financiers, c'est que du coup on met une tension, et la valeur, ça devient vendre un maximum de créneaux sportifs. Et ça c'est moins vendeur pour des bénévoles, par exemple. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Romain, pour cette présentation. Je trouve intéressant le fait de terminer sur cette question de la professionnalisation et du coup aussi du rapport à l'emploi, en fait. Parce que du coup, la question... Et donc, c'est un peu pour faire le lien après avec le passage de témoin par rapport à une autre démarche plutôt entrepreneuriale, où la question de l'emploi est centrale. Et donc là, effectivement, on voit bien comment la question de l'emploi, elle ne se pose pas comme ça en l'abstrait, mais c'est bien à l'issue de toute une analyse de la boucle économique qu'on peut poser alors la question, effectivement, de la pertinence ou pas de créer de l'emploi. Et donc on voit que dans une dynamique associative comme celle du Spartak, le fait de créer de l'emploi, un emploi pour groupe, soi-disant professionnalisé, ça permet peut-être effectivement de garantir une montée en compétences, une concentration de compétences. Par contre, ça risque de casser d'autres dimensions de ce que tu as appelé les ressources immatérielles, qui relèvent des formes d'engagement de tous les militants, des bénévoles, qui donnent énormément de temps, d'autres formes de compétences, qui donnent des contacts, des relations, des occasions de s'associer avec des festivals, avec d'autres événements. Et donc le risque, du coup, dans cette cohérence de système-là, c'est effectivement que l'embauche signifie quelque chose qui peut faire rupture par rapport à d'autres formes d'engagement qui ne sont pas celles de l'emploi et d'un travail rémunéré. Donc effectivement, là, ça se comprend. Par contre, la question, c'est comment on peut aussi élaborer d'autres formes de modèles dans une cohérence, en fait, qui boucle, et où la question aussi de l'emploi, et donc de pouvoir se professionnaliser, y compris à travers la question de la rémunération, et dans une perspective aussi professionnelle, dans une trajectoire professionnelle aussi par rapport à des enjeux d'emploi, devient centrale, en fait, comme quand on crée une entreprise. Et donc c'est un peu avec cette tentative de transition que j'aimerais passer la parole à Clara et Audrey, comme ça, très librement, sur une dizaine de minutes, un peu une réaction, c'est-à-dire de comment vous pouvez vous lever ou venir là. Hein? Ouais, finalement, tu es resté assis. Comment vous réagissez, en fait, à cette expérience, à cet exposé de Romain? Donc, on voit bien en quoi une démarche associative, une expérience associative, et donc un modèle associatif, ça n'a rien à voir avec un modèle entrepreneurial, donc les distinctions, voilà. En quoi vous vous y retrouvez? En quoi, effectivement, il peut y avoir des points qui demandent aussi à construire une autre cohérence dans cette réflexion? Voilà, c'est un peu une réaction comme ça, de votre point de vue. Bonsoir. D'habitude, quand j'ai un micro, je chante. Donc, je vais pas se tenir. Merci pour cet exposé, c'était très intéressant. Nous, on n'a pas encore un an d'existence, donc on n'a pas fait ce travail d'introspection comme vous avez pu le faire vous, qui est intéressant, mais il faudra le faire effectivement, c'est très bien. On voit, là où on retrouve un petit peu dans votre démarche, c'est que le financement est un moyen, en fait, et pas une finalité. Et nous, on est un commerce, et malgré tout, dans nos valeurs, c'est vrai qu'on fait ce commerce pour subvenir à nos besoins, gagner de l'argent, mais ça reste quand même un moyen pour continuer à avoir voilà, cette activité particulière qui est la librairie. Donc en ça, on peut se rejoindre à votre boucle. Nous, nos valeurs, en fait, c'est de diffuser la culture. La librairie, on l'a pensé comme un lieu qui devait être ouvert au plus grand nombre, mais aux habitants du quartier, aux Bondinoises et aux Bondinois, mais on voulait être un commerce de quartier. Et dans cet esprit-là, on a bien compris qu'on était à mi-chemin voilà, entre le service public, finalement, et le commerce de quartier traditionnel.
que chez nous allaient se rencontrer les gens qui vivaient là, et qu'il fallait créer un espace ouvert, accueillant, chaleureux, ce qu'on a réussi à faire en toute humilité, et d'animer l'espace avec des rencontres en mettant à profit les compétences de nos auteurs qui viennent parler de leurs livres, qui viennent entre guillemets bénévolement, hein, même s'il y a toujours l'enjeu de vendre des livres, leurs livres derrière, surtout s'ils sont dédicacés, mais dans un esprit de faire connaître leur travail, de parler de leur travail d'écriture, de proposer une activité le soir après 19h aux habitants pour animer la vie du quartier, et aussi de faire en sorte que les gens se rencontrent chez nous. Les gens, ce sont des voisines, des voisins à nous qui se sont rencontrés dans la librairie, qui se voient après en dehors de la librairie, qui ont commencé à créer quelque chose entre elles, à faire un atelier d'écriture entre elles, à sortir, aller dans d'autres espaces culturels ailleurs. Et ça, c'est une grande fierté pour nous d'avoir été à l'origine de ces rencontres. Audrey fait beaucoup de choses, je vais la laisser parler. Bonsoir. Voilà des lectures qu'elle fait dans la librairie. Oui, en fait, moi j'ai un parcours qui est plus atypique. Je ne sais pas du tout me servir de micro. Donc, j'ai une formation théâtrale, dit-elle, après avoir dit qu'elle ne savait pas se servir de micro. Et donc, le fait de se servir de toutes ces compétences, ça rentre dans du non monétaire, dans notre expérience. C'est-à-dire que, à titre d'exemple, nous, le livre a un prix fixe. En France, c'est la loi Langue qui fait que le prix du livre, il est fixe. On a droit à faire une réduction de 5% au maximum. C'est la loi. La mairie de Bondy a décidé de faire appel à nos services pour offrir des livres à Noël aux enfants de leurs services municipaux, plutôt que de passer par les différents services par lesquels ils passaient avant qu'ils aient une librairie dans leur ville. Et en fait, donc je leur annonce à peu près les prix, les tarifs, etc. Et la personne qui s'occupait de ce service-là me dit, mais voilà, moi, avant, je passais par les éditeurs directement qui me faisaient 35% de réduction. Donc, ce qu'ils faisaient, c'est que les éditeurs concurrençaient les libraires en faisant ce genre de service, en dégrossissant des livres qu'ils avaient en stock depuis plus de 2 ans, plus de 6 mois, etc. Donc moi, ce que je leur dis, c'est oui, voilà, en passant par mes services, vous avez un service de proximité, voilà, on est présente après-vente, mais également, je vais pouvoir faire de la lecture à des enfants ou à des adultes apprenants, et on va faire tout un travail avec les personnes de la ville, tant de fois par mois. Donc c'est quelque chose qui est quantifié, qui n'est pas monétisé, mais qui, j'en connais la valeur, puisque j'ai fait des études, voilà, je sais combien je ferais payer ces choses-là en tant qu'actrice, et je produis quelque chose de qualitatif. Et voilà, et eux, en fait, ça permet de faire un brassage social au sein de ma librairie, et c'est gagnant-gagnant, en fait. Enfin, tout le monde est heureux, et c'est vrai que quand ils reçoivent des bouquins que j'ai pris du soin à choisir, et c'est pas été par Ben, fait par un éditeur, voilà, un stock qu'ils n'arrivaient pas à vendre, mais ils étaient heureux, ils ont vu les bouquins, ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, et il y a d'autres personnes du service qui sont venues nous en acheter d'autres de la collection. Enfin, voilà, je crois qu'on est complètement dans ce que vous décriviez. Du coup, je trouve effectivement intéressant parce qu'on retrouve autour de la question du système de valeurs à la fois une visée que tu exprimes autour de la question de la diffusion de la culture, qui est un peu le projet politique que vous portez à travers l'ouverture de librairie,
On voit qu'il y a effectivement des effets utiles directs à travers la vente des livres, à travers la promotion de tel ou tel auteur, de favoriser des rencontres aussi avec des auteurs, parce que c'est aussi un moment où on découvre en fait la personne qui tient la plume, et c'est toujours aussi notre manière d'accéder à la lecture et à l'œuvre. Et c'est intéressant parce qu'on retrouve aussi cette notion d'externalité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout voulu, mais l'espace de la librairie du coup, devient l'occasion aussi pour des personnes tierces de se rencontrer, d'avoir envie de prendre une initiative nouvelle, et donc de créer des ateliers d'écriture. Donc la librairie offre ça aussi comme valeur, comme effet, comme quelque chose d'une production de valeur pour le quartier, de construire aussi des initiatives, de permettre, de favoriser cette émergence d'initiatives nouvelles. Et c'est intéressant de voir effectivement comment tout ça s'apporte aussi par une forme d'engagement, par des compétences diverses que vous avez au-delà simplement de la commercialisation de livres. Mais c'est aussi comment arriver à faire en sorte que le livre soit beau. C'est pas évident en fait, on ne s'attend pas à ça, un livre qu'il soit beau. C'est plutôt d'autres dimensions, et donc là c'est toute une activité de soins, de relations avec les uns et les autres, de choix comme ça, qui fait que au-delà de l'objet livre, on entend aussi que derrière il y a toute une activité qui se déploie, tout un tas effectivement de confiance, de relations de confiance avec vous, de valeurs que vous portez, et qui rendent le livre beau aussi. Mais on est dans une attitude, en fait, nous on part du principe, on dit oui à tout de base, et après on traite les personnes en face de nous de la même façon, les unes que les autres. Donc forcément ça crée un engouement, et ça crée un cercle vertueux. Très bien. Du coup, oui, on y va. Je voudrais faire juste une remarque parce que ça me fait penser ça me fait penser un peu à ma façon de fonctionner, on va dire, pour la librairie. C'est-à-dire que moi, je trouve ce lieu tellement beau et agréable que j'ai envie qu'il reste. Et du coup, je vais acheter des livres dans la librairie. Alors que peut-être qu'avant, en fait, j'achetais... Moi, je sais que j'achetais plus beaucoup de livres, en fait. Voilà, donc c'est aussi intéressant comment, voilà, autour, on va, en quelque sorte, financer le lieu, mais parce qu'il est, voilà, parce qu'on a envie qu'il reste. Quand on achète le livre, il est plus utilitaire, quoi. Ouais, il n'est pas que utilitaire. Ouais. Oui, après je suis très contente avec mes livres, mais c'est... Ça veut dire qu'on n'achète pas que le livre, de la même manière que quand on vient sur un créneau, c'est pas juste pour passer une heure à faire du badminton. C'est aussi pour autre chose, pour du lien social, pour participer au projet du Spartak, pour rencontrer des personnes. Je pense que là, il y a une vraie analogie avec le livre. C'est qu'on peut aussi simplement venir juste pour ça. Mais on risque d'être surpris par autre chose. Et je pense que c'est un peu pareil avec la librairie. On peut aussi venir en disant « moi j'ai besoin d'un bouquin ». Mais comme le reste existe, on peut être happé par le reste. Et donc, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, comment en n'ayant pas juste le... Parce que c'est vraiment là où, je vais prendre l'exemple, si on partait par la question de financement. Si mon but c'était d'abord de vendre des bouquins, il y a très peu de chances que je crée ce qu'il y a autour. C'est ce que disait Sandro tout à l'heure sur, c'est pas un supplément d'âme tout ce qu'il y a autour. Et dans tout ce qu'il y a autour, il y a également les éléments de lien social, d'accès à la culture, d'ouverture, d'esthétique, de beauté, etc. qui se jouent, qui ne sont pas un supplément d'âme. Et c'est ce que tu dis, Brigitte, sur le fait que on en arrive à acheter des bouquins pour aller dans le lieu, c'est montrer la puissance d'un retournement comme ça qui fait que on ne peut pas abandonner demain le côté sympa du lieu. Parce que sinon, on ne perd pas juste un peu de vente de bouquins, on perd des soutiens au projet complet du... Et donc, c'est ça qui est intéressant, je trouve, qui fait un parallèle très fort. Demain, on serait des gens à dire on refait du sport compétitif, ça a beau être 1 euro, il y a plein de gens qui viendront plus. Et donc, c'est là où on n'est pas directement sur ce qu'on appelle en économie, on pourrait dire l'unité facturable, c'est-à-dire vous, c'est des livres, ce que vous comptez
dans votre comptabilité, ce sont des livres. Mais en fait, ce que vous produisez, c'est pas des livres. D'ailleurs, le livre, vous ne le produisez pas, vous le distribuez. Si on essaye de regarder concrètement, c'est quoi votre production de valeur à vous? C'est un service de distribution de livres. Bon, ça, Amazon le fait. Service de distribution de livres. Sauf que, autour de ça, ce que vous produisez, c'est de l'accès à des livres auxquels on n'aurait pas forcément eu idée. En général, un libraire, il a tout un travail là-dessus. Il essaie de mettre en avant, il a tout un travail de traitement, de lecture, de tri de ses affaires. Et puis ensuite, il y a ce que vous mettez en avant. Vous proposez aussi d'être un lieu de vie autour des questions de la lecture, etc. Et donc ça, c'est ça votre production. Et on voit comment on a du mal à la faire rentrer dans le livre. Alors quand on est comme Brigitte, on change son fonctionnement en se disant il faut que je prenne des livres pour financer l'ensemble, je vais un peu vite, hein. Je dis pas que tu achètes des livres pour plus les lire, mais on se dit tant que je peux c'est bien, c'est mieux, sans doute que d'ailleurs j'achète plus de livres qu'avant. Mais on voit le truc, c'est que on garde le livre là-dedans. Alors je sais pas si on peut l'abandonner, ce serait un peu bête, c'est comme nous les créneaux de sport. Si demain on arrête les créneaux de sport, les gens ne vont pas nous filer 1 euro juste parce qu'on est sympa. Donc c'est cet équilibre-là qui est toujours compliqué, parce qu'en même temps, le financement, il faut quand même que le livre, il paye tout. Et donc, c'est ça qui est compliqué si on l'enferme dans le livre. Et c'est là où la question, notamment de l'ouverture au mode de financement monétaire et non monétaire ailleurs, c'est aussi de se dire, mais au fond, si moi, ce que je fais, c'est une mission de diffusion de la culture, il y a des gens qui financent de la diffusion de la culture, pas qu'à travers du livre. Et peut-être que d'ailleurs, c'est... Brigitte, vous lui diriez maintenant il y a du thé pour financer, je fais le lien avec les Scopti, il y a du thé qui permettent aussi de financer la sympathie du lieu, ça marche aussi bien que le livre. Et on a un truc où c'est plus la même unité qui finance l'ensemble. Vous voulez réagir ou sinon on ouvre aussi la réaction des personnes? Est-ce que vous avez des remarques, des questions, aussi d'autres expériences comme ça qui vont dans ce sens? Des questionnements? Est-ce que ça vous parle en fait un peu cette mise en côte à côte de ces deux expériences? Oh, tu peux rester, hein. Tu peux... Ouais, bien sûr. Oui, tiens. Oui, David. C'est pour Romain. Une question pour Romain. Par rapport à l'association, juste au niveau des projets, en fait, ça se passe comment concrètement? C'est-à-dire que mettons des adhérents qui... Je prends un exemple, la course, par exemple. Ça vient des adhérents et qui décide, ok, on y va. Est-ce que c'est... vous réunissez un petit peu tous les adhérents, ou alors c'est qu'avec le bureau, ou alors c'est tous les bénévoles ou... Alors, c'est un peu entre les deux. En fait, on a des réunions de bureau ouvertes. Comme j'ai dit, membre du bureau, coprésident, parce que on est tous coprésidents. Donc, coprésident, c'est pas un statut qui donne un pouvoir particulier. Ça oblige à organiser les choses. Donc, en fait, tous les mois, les coprésidents, ils organisent la réunion des coprésidents. Mais qui n'est pas qu'une réunion des coprésidents, qu'on ouvre à tous nos adhérents. Ça fait partie, dans notre calendrier, dans notre calendrier mensuel des créneaux, il y a la réunion des présidents. Et dans lequel on dit venez dans cette réunion. Avec un truc, c'est que c'est dans cette réunion qu'on va mettre en discussion. On a commencé un peu à structurer, mais ça c'est pour le coup c'est un travail un peu compliqué à mettre en place. C'est d'essayer d'organiser la réunion pour avoir un temps où on dit un peu tout ce qu'on a dans les tuyaux, ou un peu, voilà, c'est ça les projets à venir, ou ce que je voudrais avoir comme projet. Voir si on est à l'état de c'est une idée à évoquer comme ça, si c'est un truc qui est déjà un peu instruit, ou si c'est un truc où il faut une décision d'engagement. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on dit ça c'est ouvert, vous pouvez venir n'importe quand, et puis avec votre projet si vous voulez. Alors je ne sais plus comment c'est arrivé l'Orégraphe, la course à pied, mais par exemple, on a eu là un membre qui est un type qui a 59 ans, je crois, qui fait aucun créneau. Il vient à aucun créneau, il nous a trouvé sympa, il est venu dans la résidence un jour en disant « J'ai vu que l'année dernière, vous aviez fait un voyage en vélo de Lille à Dunkerque,
moi, j'ai fait plein de trucs en vélo et je connais bien tous les circuits de vélo de la région et je voudrais qu'on en organise un deuxième. Et donc, on a dit, ok, qui d'autre dans l'assistance a envie d'aller avec toi, se gratter la tête sur comment on en monte un deuxième. Puis c'est comme ça en fait que ça se fait. Si on est 3-4, il y en a 3-4 qui commencent un peu en mode pilote. Et dans la réunion, soit d'après, soit celle encore après, ils reviennent en disant ça y est, on a regardé, ce qu'on peut faire, ce serait un parcours de là à là, avec un camping là qu'on a repéré qui est sympa. Ça nous demande tant pour payer le camping. Alors comment on fait? Est-ce qu'on fait tout le monde met un petit peu sur le camping? Est-ce qu'on fait un truc où c'est l'asso qui offre? Est-ce qu'on fait un truc où c'est moitié-moitié? Et puis là, on se tourne vers les quelques membres qui essaient de s'occuper de nos finances, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui mettent du temps là-dessus, parce que c'est quand même pas le travail le plus passionnant. Et là, ils nous disent, c'est jouable, c'est pas jouable, on pourrait faire ça, on pourrait pas faire ça, et puis dans ce cas-là, on fait comme. La première année, par exemple, ça a été le Spartak qui a payé le camping, voilà, parce qu'on avait les moyens d'eux. En fait, on avait un fonds de réserve parlementaire qui nous était tombé, on avait des sous, donc on a dit, voilà, on va le faire. Il y avait que la nourriture, on a demandé à chacun de faire un peu auberge espagnole de ramener. Et puis comme on savait que tout le monde n'allait pas pouvoir tout ramener, on en avait aussi amené un peu de nous, financé par l'asso. Mais ça a été discuté avec ceux qui sont venus en fait dans la séance où c'était le sujet. Donc c'est un modèle où le bureau en fait tout seul il décide de rien. Il a juste l'obligation ou l'engagement d'organiser la discussion. Et après s'il y a 25 adhérents qui viennent, on discute avec les 25 adhérents. On part de l'idée que ceux qui viennent s'engager, il faut commencer avec ceux-là. Et c'est vachement important d'ailleurs de les écouter, etc. pour que la fois d'après, quand on va demander qui veut être coprèse et s'engager, il s'engage à devenir coprèse. Et ça marche pour le coup assez bien comme ça de transformer des coprésidents au fur et à mesure. D'autres des questions, des remarques, des réflexions, des réactions? Philippe. Oui, il me semblait quand même qu'il y avait une grosse différence entre les deux activités, l'associatif et la création de la librairie. Parce que je pense quand même que vous avez dû faire un choix de vie, vous avez arrêté peut-être vos précédents métiers, vous avez nécessairement investi dans un stock, dans la location d'un local. Voilà, donc c'est quand même, me semble-t-il, un peu différent comme première démarche. Cette étude économique, vous avez quand même dû la mener avant pour savoir si elle était viable ou pas, avant de vous engager. Voilà, c'était juste une remarque. Je pense que l'idée, je pense que là, ce soir, c'était pas de dire que c'est pareil. C'est-à-dire que par contre, la question du modèle économique et les blocs, on pourrait dire, ou les éléments qui structurent un modèle économique, on les retrouve des deux côtés. Ils ne se jouent pas de la même manière, parce que effectivement, l'enjeu financier, il est beaucoup plus important dans une entreprise. L'enjeu parce que, y compris en dehors, comme c'est leur source de revenus principale à toutes les deux, dehors, ils ne vont pas échanger avec du sourire et de la bonne humeur, les moyens de leur subsistance, dirait Marx. Nous, on est dans un truc où on est tranquille, puisque ce n'est pas notre enjeu de revenu à nous. Et c'est là où d'ailleurs la question de prendre un bénévole, enfin de prendre un salarié, posait la question de faire de quelqu'un un enjeu de revenu. Et où pour le coup, ça aurait eu effectivement un effet sur la place des questions de financement dans notre projet. Là, mais c'est mon humble avis, je ne parle pas au nom de tout mon collectif, je ne pense pas qu'au vu de ce qu'on fait, de notre activité aujourd'hui, et de la manière qu'on a de le mener, ce soit nécessaire. C'est-à-dire de mêler quelqu'un de ce point de vue là-dessus. Mais si ça se menait comme ça, on serait aussi confronté à ça. Mais ça n'empêche pas qu'on aurait toujours la question du projet politique qui serait posée, en lien, donc ce qui est la partie valeur, on pourrait dire, mais il y a aussi un projet politique, comme le disait Sandro, dans la librairie, avec une visée qui n'est pas simplement de distribuer du livre. Distribuer du livre, c'est vraiment le truc, c'est si on réduit à fond. Donc on retrouve bien ce bloc-là, comme on retrouve la question des ressources qu'on a besoin d'avoir. Avec effectivement cet aspect, c'est que dans le financement, la part du monétaire, effectivement dans une entreprise, c'est plus prégnant. En fait, la question, ça fait penser à une expérience personnelle.
j'avais suivi un cursus de création d'entreprise organisé par la CCI, au moment où j'ai monté effectivement une structure. Et alors, tout l'accompagnement qui est proposé par la CCI, à ce moment-là, c'est des modules assez standards d'introduction à la compta, mais aussi à la démarche de création d'entreprise. Et donc, ce qu'on apprend aux gens, c'est souvent en fait des demandeurs d'emploi qui sont accompagnés dans ces dispositifs pour se lancer dans des activités d'auto-entrepreneurs, dans des petits commerces comme ça, consiste en fait dans le modèle classique du business model à 3 ans. Okay, et donc, les 5 jours sont focalisés sur des enjeux comptables, fiscaux, c'est-à-dire de comment gruger le fisc et réduire au maximum les charges, ce qu'on appelle les décharges. Donc, voilà. Et le 3e point, c'est comment on monte le business plan sur 3 ans. Le business plan, on commence, c'est-à-dire que là, on n'est que ça. Business plan, c'est on fait une étude de marché. La plupart des projets, alors moi j'étais à la CCI à Bobigny, la plupart des projets, on était une dizaine, c'était ouvrir une pizzeria, ouvrir un kebab, enfin c'était un peu il y avait plusieurs projets comme ça de restauration rapide, de proximité on va dire. Donc il faut commencer par faire une étude de marché, fixer les prix, fixer les volumes, voilà, et derrière organiser tout ce calcul des investissements en machines, en équipement, en installation, en aménagement d'un local, le loyer, machin, et ensuite on décide d'un volume de dépit, de kebab qu'il faut vendre pour tout. Voilà. Donc 5 jours, il n'y a que ça. Est-ce que c'est durable? Ça conduit en fait des personnes qui ont le projet d'ouvrir un kebab là où il y a déjà en fait une pizzeria, probablement du voisin d'immeuble qui a suivi le même cursus, qui était au chômage et qui a suivi le même cursus 2 ans avant. L'étude de marché, en fait, ça devient comment j'arrive à plomber mon voisin de palier qui a ouvert la pizzeria il y a 2 ans avec mon kebab, et comment j'arrive en jouant avec des questions de prix, de machin. La durabilité de ça, c'est pas très fort. La dimension sociale et de création de liens sociaux, c'est pas très fort non plus, parce qu'au contraire, c'est une logique économique qui introduit même de la concurrence entre des gens qui vivent dans le même quartier, dans la même ville, dans le même machin. Voilà. Donc effectivement, ce que tu évoques, je pense que c'est évident dans la dimension effectivement de l'entreprise. Il y a toutes ces dimensions qui effectivement fait très contraste par rapport à tous les investissements importants, surtout qu'une librairie, il y a tout un fonds qu'il faut acquérir, donc c'est des investissements lourds. La question des salaires, c'est une question effectivement essentielle. Mais là, ce que je trouve intéressant, c'est effectivement de comment l'enjeu de la durabilité et l'enjeu aussi de faire vivre un projet politique à travers un projet entrepreneurial ou un projet associatif. Et donc c'est là où la question c'est comment on a un projet d'activité, comment on a un projet qui vise à créer toute une série, un ensemble de valeurs auxquelles on tient, de culture, d'accessibilité, de convivialité. Voilà. Comment on arrive à les porter dans une activité en se donnant des leviers de durabilité, de solidarité, de soutenabilité. Voilà. Et à ce moment-là, ce n'est pas effectivement l'exercice classique absolument nécessaire du business plan à 3 ans avec le fonds de commerce et puis des taux d'amortissement des investissements, mais c'est effectivement de comment on arrive aussi à faire exister à côté de ça une réflexion sur qu'est-ce qu'on cherche à faire finalement. Voilà. La question des ressources, c'est-à-dire qu'est-ce que ça demande. Donc là, effectivement, on voit toute la dimension des compétences que tu as données, des connaissances aussi très tacites des uns et des autres, la qualité des relations qu'on arrive à instaurer entre les personnes. Voilà. Voilà, enfin, c'est juste une réflexion effectivement par rapport à cette expérience qui m'avait beaucoup marqué, parce que je trouvais que là, effectivement, c'était une manière d'induire quelque chose un peu à l'opposé d'un projet solidaire et durable, parce qu'au contraire, c'est mettre des personnes très en difficulté.
Je ne sais pas s'il y a d'autres... Moi, j'avais juste une question justement par rapport à cette dynamique. Tu l'as abordé à la fin, mais ce serait bien peut-être de revenir sur l'enjeu de l'évaluation. Parce que effectivement, on voit aussi comment la logique de... Oh, enfin, vous pouvez rester, hein, c'est pas... Enfin, comme vous voulez. Parce que peut-être que du coup, c'est aussi voir comment vous rebondissez là-dessus. C'est-à-dire, effectivement, dans la logique du business plan, une fois qu'on a lancé la machine, elle est censée partir. Donc, c'est un peu un travail de conception en amont, initial, et ensuite, voilà, ça roule. Or, dans ce que tu indiques, c'est qu'il y a aussi quelque chose, en fait, d'une itération de cette boucle, et que la capacité, du coup, l'enjeu de la gouvernance, c'est aussi à travers l'évaluation de prendre en compte ce qui se passe dans le réel pour en tirer aussi des enseignements. Et donc tout n'est pas posé d'emblée au démarrage, dans une capacité comme ça visionnaire, un peu magique, de savoir à 3 ans. Et sur ce qu'on sait anticiper de manière magique à 3 ans, c'est des éléments strictement comptables. Par contre, quelle dynamique humaine, sociale, économique ça va prendre, ça c'est absolument inanticipable. Et donc je trouve intéressant cette notion que tu as introduite d'évaluation, aussi comme capacité à suivre en temps réel et à apprendre de l'expérience, de ce qui se passe réellement, justement pour renforcer cette boucle. Je vois l'heure avancer, donc je vais être très court. Très bien. Très bien, c'est mieux. La question de l'évaluation, je pense que le point important, c'est effectivement la logique financière que tu indiquais, Sandro. Elle pose la question d'une évaluation qu'on pourrait poser à l'avance, comme si on savait exactement ce que l'on allait produire. C'est une fiction quand même assez forte, ça, de se dire à l'avance, je sais ce que je vais produire. Et ce que je vérifie à la fin, c'est que ce que j'ai produit, c'est bien conforme à ce que j'avais dit que j'allais produire. Est-ce que je suis dans les clous, dans les bornes du business plan que j'avais posé? Par exemple, un volume de chiffre d'affaires mensuel, où on se dit, bah, ça doit être comme ça. Et puis, on regarde, si on vérifie, pour savoir si finalement on est bon dans ce qu'on fait, ou on est bien au bon niveau. La difficulté de ce truc-là, c'est que ça fait passer à côté de tout un tas de valeurs qui se génèrent comme ça, d'ailleurs pas que de notre fait. Le caractère sympa de votre librairie, je ne suis pas allé, je suis désolé, mais il se joue aussi dans le fait que s'il y a des gens sympas qui y vont, il y a des chances que ce soit un peu plus sympa. Et le truc, c'est qu'en fait, elles ne sont pas responsables toutes les deux de l'ensemble de cette question-là. Et ce qui est d'ailleurs sympa, ça dépend aussi un peu de ce que les gens y mettent. Or, on ne peut pas savoir à l'avance ce que les gens vont y mettre. Nous, par exemple, notre super adhérent là, qui vient partout, notre copresse qui vient partout, c'est un type qui est au départ venu à un créneau. Il a payé 1 € comme les autres, comme ça. Mais à un moment, on l'a vu venir à tous nos créneaux. On allait le voir. Il y a un surnom, il s'appelle Youyou. On lui dit, écoute Youyou, on voit que tu viens partout. Est-ce que tu voudrais pas, à un moment, parce qu'on a beaucoup de problèmes, à ce moment-là on avait beaucoup de problèmes, on n'avait aucun local, donc est-ce que tu voudrais pas prendre de l'équipement chez toi et puis ouvrir les salles? Il dit, bah si, moi je veux bien, ça m'arrange et tout ça, c'est bien. Et de fil en aiguille comme ça, en fait, on a découvert que Youyou, c'était une ressource énorme, parce que du coup, maintenant, c'est lui qui a quasiment la relation avec la mairie. Dès qu'il faut reprogrammer un badge d'une salle, c'est lui qui y va parce qu'il habite juste à côté. Ensuite, c'est un fan du LOSC. Alors la distribution des billets pour le LOSC, il a dit bah moi je veux bien m'en charger, et donc bah, Youyou il s'occupe de ça. Et en fait, ça c'est en prêtant attention au fait que mais c'est bizarre, ce type il vient à tous les créneaux, sachant qu'aucun des coprésidents n'était à tous les créneaux. Donc c'est juste en réunion comme ça de coprès où on se dit bah il y a un mec qui vient d'arriver, il est vachement sympa. Ah bon, c'est qui? Bah c'est Youyou, tu sais, il vient au handball. Bah attends, il vient au basket, bah il vient au foot, bah il vient au fitness. Bah attends, s'il est partout, il faut quand même un moment qu'on aille le chercher, qu'on lui parle. Et donc cette évaluation qui permet de, non pas de dire est-ce qu'on a réalisé la valeur qu'on avait prévue, mais dire dans les trucs qui se passent là, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont de la valeur? Et du coup de se dire, bah, de discuter un peu ensemble, quelle valeur ça a ça? Par exemple, c'est quoi les signes qui vous permettent de voir que bah, les gens ils sont simples? Là, il y en a un beau, nous on appelle ça un signal faible, oui, peut-être fort. Quand Brigitte renvoie, moi j'achète plus de livres parce que le lieu est sympa, bah, c'est un signe qu'il y a une valeur qui se crée,
qui n'est pas exactement celle qui devait être dans le business plan. Je ne pense pas que celle-ci, elle puisse y être, à vrai dire, dans le business plan. Encore moins sur du livre où vous n'avez pas de prise sur vos prix. On serait dans un café, on pourrait dire bah, on va mesurer au prix du café. Si j'arrive à faire payer mon café 2,50 €, c'est que ça doit avoir beaucoup de valeur. Mais vous voyez, là on est dans un truc où on a besoin du coup de regarder ça. Et après, la question de l'évaluation, c'est pour remonter jusqu'à la question de la valeur ou du modèle économique un peu plus globalement, c'est cette valeur-là qui vaut le coup. En général, j'en suis pas responsable tout seul et je ne suis pas tout seul à y être intéressé. Et du coup, est-ce que les conditions pour que cette valeur, elle se génère, elle s'entretienne, elles tiennent d'elles-mêmes? Et dans ce cas-là, en gros, il n'y a pas grand-chose à faire. Ou est-ce qu'elles demandent des compléments ou des étayages un peu différents, et donc peut-être de réviser la base du modèle économique, et notamment la base de financement de ce modèle économique? Du coup, est-ce que vous avez, sur cette année, comme ça, d'existence, d'expérience, est-ce que vous avez été surprise par des choses qui n'étaient pas attendues, que ce soit effectivement dans la dynamique qui s'est mise en place, mais aussi peut-être sur des dimensions aussi plus de financement, aussi des choses que vous n'aviez pas prévues et qui ont pris en fait un autre chemin par rapport à ce qui, et du coup qui vous permettent aujourd'hui aussi de valoriser votre activité de manière un peu différente. Tu dois t'échapper. Merci Romain. Merci beaucoup. Au revoir Romain. Merci beaucoup. Bah, il faut revenir. Hein. On fait du très bon café. Enfin, il n'est pas très bon, mais on le sert avec le sourire en fait. C'est beau. Il est beau, il est beau. Alors, pour répondre à ta question Sandro, c'est que comme le prix du livre est fixe, nous, la marge, elle se travaille auprès du distributeur de livres. Donc notre marge, on la travaille auprès du distributeur de livres et donc notre capital sympathie, j'ai envie de dire, et le fait qu'on soit à mots couverts une librairie militante, voilà, ça fait que notre marge auprès de nos représentants, elle a été relativement plus élevée que ce qu'on imaginait à la base, voire là on a une cliente aujourd'hui, enfin hier, qui voulait une intégrale Black Sad qui est indisponible parce que maintenant, enfin ils se sont trompés dans le nombre qu'ils ont fait de livres, et donc nous on n'avait même pas reçu notre bouquin. Et la cliente voulait ce bouquin-là, j'appelle le représentant, je lui dis bon François, il n'y en a pas une qui traîne quelque part, il m'a dit je vais me débrouiller, je te rappelle. Un quart d'heure après il me rappelait, il me dit c'est bon, je l'ai ton intégrale. Et le lendemain il me l'a portée lui-même et il me l'a offerte en fait. Enfin, donc la cliente le lendemain elle avait son bouquin, moi c'était un cadeau pour moi, et ça fait partie de ce à quoi on ne s'attendait pas en fait. Ok. Ça fait partie complètement de du cercle vertueux. Voilà, le fait on nous dit on est un peu caché, d'accord, très bien. Bon, il faut faire un totem. Moi, je pensais à un panneau de signalisation. Mais il y a un mec qui fait des totems à Bondy. Il y a un sculpteur sur bois. Il va vous faire un vrai totem. Et le mec est venu. Il nous a fait une chouette sur des livres. Et voilà, elle est juste à côté de la pharmacie. Il y a nos prénoms. Et nous, ça nous fait un coup à chaque fois qu'on passe, on voit, on a nos prénoms. Ils sont pleins sur la place en face de la mairie. Et une fois, je sors juste pour jeter quelque chose et je croise une de mes clientes qui me dit et juste avant, je me disais ça fait longtemps qu'on nous a pas fait de cadeau. Et puis et la cliente me dit mais en fait voilà, moi je travaille dans la dorure. Est-ce que ça vous dirait pas que je mette de la dorure sur le totem, à vraiment quelque chose de léger? Enfin, est-ce que j'ai votre autorisation? Mais c'était dingue en fait. Enfin, ça faisait vraiment partie de tout ça, ouais. Et c'est son art en plus. Donc voilà, au printemps, on va avoir des dorures sur le totem. Voilà. Ah mais oui, oui, oui. On a plein d'anecdotes, de choses
voilà, de manifestations spontanées de nos clients qui font quelque chose pour la librairie, au-delà de venir acheter des livres, ce qui est déjà très très bien, bien sûr, et ce qui est important, parce que sinon, effectivement, comme vous le disiez, monsieur, si on ne vend pas de livres, on ferme boutique, donc ça n'a aucun intérêt pour personne. Mais on avait une porte, notre porte d'entrée qui grinçait énormément, et un de nos clients est venu la réparer spontanément de lui-même. Voilà, il avait un produit chez lui, il est venu, il nous a réparé notre porte. Il y a des tas de manifestations comme ça j'allais dire, de joie, de bonheur. Il y a même eu un petit garçon, ça c'était très très chaud, un client habituel qui vient toutes les semaines voir les mangas. Et ce mardi-là, je savais pas le manga qu'il voulait, et puis bon, il a dit ok, c'est pas grave, je repasserai plus tard. Et il m'a donné 2 €. Et je lui ai dit mais c'est pourquoi Il me dit c'est comme ça, c'est cadeau, c'est pour soutenir la librairie. C'était adorable. Enfin, je parle d'un très jeune garçon, il a 9 ans, quoi. C'est un placement financier dentaire. Et maintenant, je t'amène. Donc même les enfants reconnaissent cette valeur. Cette value-là, et c'est chou, et c'était vraiment spontané de sa part de faire ce petit don-là à la librairie de 2 € de sa poche, quoi. Oui. Je sais que c'est en train de bouger, j'ai jamais monté de projet, mais j'imagine que vous avez fait un prêt. Voilà. Et donc, si un enfant de 4 ans arrive à reconnaître ses valeurs ajoutées à votre projet, comment réagissent on les appelle les bailleurs, enfin les banquiers, quand vous êtes allé les voir? Est-ce que c'est des domaines qu'ils ont pris en compte en dehors du business plan? Enfin, comment ils réagissent par rapport à ça? Je pense qu'un banquier, quel qu'il soit, voit toujours qui porte le projet qu'on lui présente, et la motivation et la personnalité, parce que tout le monde sait, je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi on continue de demander des business plans sur 3 ans, que voilà, c'est un peu complètement fou de pouvoir prévoir quelque chose d'aussi loin. La seule chose qui compte finalement quand on monte un projet, c'est qui va le faire et quelle énergie elle va mettre dedans, quelle est sa personnalité, quelle couleur elle va donner à cette commerce, si c'est un commerce ou autre. Et c'est ça qui fait la différence, et c'est à mon avis ça qui a fait notre différence à nous. Et dans un contexte où la librairie est vue comme un commerce qui n'est pas forcément ultra rentable, même si ça change un petit peu maintenant, on a eu un prêt sans trop de difficultés, on doit dire. On a eu quelques petites déconvenues, mais rien d'exceptionnel par rapport à ce qui se pratique d'habitude. On avait le choix entre 2 banques. Elles ont des orientations, je sais pas, solidaires? Non, c'est des vraies banques. C'est la Caisse d'épargne et la BNP. Donc, on peut dire qu'elles n'ont pas de philosophie ou autre. Notre banquier, il est chou. Non, c'est vrai, il est chou. Il est un peu West Coast, mais il est chou quand même. Oui, on peut l'appeler. Il répond à chaque fois qu'on l'appelle, ou du moins, il rappelle. C'est quelqu'un d'accessible. On lui demande à peu près ce qu'on veut. Il le fait. Je pense qu'il nous aime aussi, et je pense qu'il est heureux de voir ça, de voir la librairie. On a reçu François Hollande en dédicace. Pour lui, il était ultra heureux que nous on fasse cet événement-là. Il était venu. Et il était fier de se dire qu'il avait contribué à financer ce projet-là, qui avait accueilli l'ancien chef de l'État à la librairie. Donc il y a toute une... je pense qu'il nous aime bien. Tous les gens qui nous ont soutenus ont d'abord nous ont soutenus nous, avant de voir avant la librairie en fait. Je pense que c'est ça qui a marché. Je pense que de toute façon, quand tu fais un truc en cohérence avec toi-même, ça... Après, il y avait des choses qui se sont mises en place avec le temps, parce qu'on avait cette envie de dire oui à tout. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des journalistes qui sont venus, l'arrivée d'une librairie
à Bondy, c'est énorme. Alors, juste, il y a une youtubeuse qui a fait, qui fait tout un travail, elle habite à Sevran, et donc là, elle s'est dit, mais je vais faire toute une palette de mes émissions YouTube sur les librairies du 93. Elle est assez sympa, elle est dynamique et tout ça, et voilà. Et donc, elle est venue nous voir. Et avec cette sempiternelle question, oui, le département qui compte le moins de librairies, et je lui dis, mais ça, il faut vraiment vérifier, parce que je n'en suis pas sûre. Personne n'a donné des chiffres réels à ça. Et là, du coup, la première émission est sortie hier ou aujourd'hui, et elle a vraiment compté, et il n'y a pas moins de librairies en Seine-Saint-Denis que dans la Seine-et-Marne et dans l'Oise. Donc voilà, faut qu'on arrête d'être la 5e roue du carré, à une ou deux près, mais voilà, il y en a d'autres qui... Voilà. Voilà, on n'arrête pas de parler de la Seine-Saint-Denis comme un désert culturel. Alors, elle le présente plutôt bien dans sa vidéo, c'est-à-dire que c'est vrai que dans le département, plus on se rapproche de Paris, plus il y a des librairies, mais n'empêche que voilà, il y a la Seine-et-Marne, il y a l'Oise et il y a d'autres départements. Enfin, je suis sûre qu'en Ardèche, il n'y a pas plus de librairies qu'en Seine-Saint-Denis. Après, il y a un nombre d'habitants, on est d'accord, hein, mais voilà. La Seine-Saint-Denis est un lieu où il y a énormément de culture et il y a pléthore de liens à faire qui sont en dehors de liens financiers, encore une fois. Vraiment, c'est des ponts qui existent d'un endroit à l'autre, tout simplement. Merci à vous de cette participation au pied levé. Merci beaucoup. Donc, on termine là cette deuxième séance. On se voit la fois prochaine, donc pour la troisième, donc qui se tient le vendredi 11 janvier. Donc là, on parlera de l'inclusion sociale et à travers la question de la reconnaissance des compétences. Et donc, ça sera le directeur de cabinet d'une collectivité qui se situe dans le bassin minier, donc pas très loin de Lille. On reste toujours dans la région Nord-Pas-de-Calais. Voilà, donc c'est le directeur de cabinet d'un maire qui développe tout un projet de développement territorial, de développement durable, d'implication citoyenne aussi très important, dans un milieu bassin minier très abîmé par toute une histoire industrielle en fait, qui a laissé beaucoup de dégâts sanitaires, environnementaux, sociaux. Voilà, et donc l'idée, ça sera de voir du point de vue d'une politique de la ville, comment se construit une action politique qui cherche à remobiliser, à redonner de l'espoir, de la compétence, de la puissance d'action à des populations qui sont dans des trajectoires très compliquées sur le plan territorial. Voilà. Donc, comme à chaque fois, donc, il y a un petit pot offert dans le petit café citoyen à l'entrée de la ferme. Et merci de votre participation. À bientôt. Et bon week-end.